Allez, parfait. Donc, deuxième live des enseignants, deuxième lettre. Fonctionnement, je pense, c'est le deuxième et le dernier fonctionnement comme ça, à part si peut-être dans l'avenir ça évoluera. Mais donc là, comment ça va marcher? On va se présenter un peu tous rapidement, comme on avait fait la dernière fois, pour parler un petit peu de ce qu'on fait, de quel club d'où on vient, voilà, des présentations rapides pour que tout le monde puisse se connaître. Et ensuite, vous pourrez poser des questions aux personnes présentes, que ce soit des questions directement ou des questions ouvertes pour tout le monde, hein. Ça sera cette utilisation pour aujourd'hui. Mais par contre, à partir de la semaine, à partir de la prochaine fois, on fera des lives. Donc, c'est ce que j'avais à vous annoncer. On fera des lives tous les dimanches, tous les derniers dimanches de chaque mois. Et ce live-là, il permettra à tout le monde, ceux qui viendront, de discuter de toutes les interviews qui sont passées pendant le mois. Comme vous savez, tous les samedis, je sors des interviews de telle ou telle personne. Et je pense que ça serait intéressant de poser un live le dernier dimanche de chaque mois sur lequel on va discuter que de ça. Voilà, vraiment que de ça, que des 4 interviews qui seront sorties. Ça peut être la même personne qui a été interviewée en plusieurs fois. Mais voilà, pour essayer d'approfondir les interviews. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, quand on tourne, moi, j'y passe 1 heure ou 2 heures à tourner, mais je sors que des petites vidéos parce que sinon, c'est trop compliqué. Et encore là, on a du temps, on peut écouter les vidéos, mais sinon, c'est pas facile pour tout le monde de regarder les vidéos ensemble. Voilà. Et donc, du coup, ce dimanche-là, le dernier dimanche de chaque mois, on fera comme ça. Et je pense que tous les 15 jours, donc, enfin, tous les deuxièmes dimanches du mois, on fera un live spécial. Donc, après, à moi, pour l'instant, de trouver les intervenants. Mais par exemple, on fera peut-être un live où c'est que dans 15 jours, donc mi-avril, on fera un live, soit pour fêter le confinement, la fin du confinement, mais ça j'en doute, soit on fera un live que prépa mental, ou un live que diététique, ou un live que haut niveau, ou un live vie des clubs. Voilà. Ok. Comme ça, on aura notre thème et on aura ces questions-là, on aura les intervenants spéciaux pour cet événement-là et on pourra discuter directement précisément. Mais là, ça va rester encore une fois global. On discute entre nous comme si on était au bar ou dans un resto, qu'on discutait tous entre profs, comme un colloque. Comme ce qu'on fait en fait après des colloques, quand on a fini la présentation, on est tous ensemble pour manger et on discute. Voilà. Au bar, donc. Ouais, au bar. Moi, je bois jamais d'alcool, mais au bar. Ok. Et donc voilà, ok, ça vous va? Parfait. Très bien, parfait, ouais. Nickel. Donc ça Ouais. peut être redondant hein, pour certains qui ont déjà vu les autres personnes, mais bon, hein, ok. Donc je vais vous désigner entre guillemets, mais je fais par ordre de ce que j'ai moi sur l'écran. Vous n'avez peut-être pas le même ordre que moi, hein, mais bon. Donc Quentin, est-ce que tu me présentes rapide ta personne? Ouais, si tu veux. Bonjour à tous. Donc, moi, préparateur physique, du coup, dans le tennis, 25 ans, je suis originaire de la région toulousaine. J'ai entraîné pendant 2 ans au Blagnac Tennis Club. Et cet été, j'ai quitté Toulouse pour aller sur Paris dans une petite académie où ça n'a pas marché. Après, je suis allé à Piatti pendant 1 mois à l'académie de Piatti en Italie. Et là, je suis redescendu sur la région toulousaine où j'essaie de développer mon approche pour tout sportif et pour les enfants avec des troubles d'apprentissage au niveau de la scolarité. Et Quentin est intervenu déjà sur le site. On a fait des interviews ensemble et on a proposé aussi des exercices gratuits sur la coordination œil pied main. Voilà, ça pour le retour sur le site. Ok, donc ensuite à côté de moi j'ai Benoît. Ouais, salut à tous. Je suis content d'être là pour la deuxième fois. Benoît, alors moi je suis le breton de service. J'habite Rennes, juste au nord de Rennes. J'entraîne dans un club qui s'appelle le Tennis Club Bretagne Romantique. C'est entre Rennes et Saint-Malo. Voilà, ni plus ni moins. Donc là, je suis à une demi-heure de la mer. Je suis préparateur physique depuis une vingtaine d'années et depuis quelques années, préparateur mental. Je me suis aperçu que dans ma manière d'aborder mon métier, mes différents métiers, j'ai 50 ans, depuis toutes ces années, que la partie mentale, émotionnelle, dynamique, en tout cas autre, manquait à mon évolution, en tout cas à mon évolution ou à l'évolution de mon métier. Et aujourd'hui, j'interviens en prépa mentale dans un club qui s'appelle le Tennis Club Grégorien avec les tennis études depuis cette année. Et j'interviens de temps en temps à la Ligue de Bretagne en tant que formateur. Mais c'est toujours plaisant de se remettre dedans. Et puis,
j'ai vraiment envie de travailler là, moi, cette année, sur, comme les Quentin un petit peu, sur le détail de la prépa mentale, mais pas uniquement dans la performance. Mais j'ai envie d'aller aussi vers les risques psychosociaux ou les défis de la relation entre l'entraîneur, l'entraîné, les parents, l'enfant. Donc ça, c'est mon ADN du moment. Et ça complète bien ce que je fais depuis toutes ces années. J'étais un peu long, mais je voulais fixer un peu le truc. Vaut mieux tard que jamais, mais c'est pas. Non, enfin, oui, c'est parfait. Donc, ok. Clément, après. Ah oui, Clément, le Montpellierin qui est parti en Ardèche. Ouais, l'Ardéchois exilé à Montpellier, du Oui, coup. c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Ben voilà, je m'appelle Clément, 42 ans. Je suis moniteur depuis l'année dernière. En fait, voilà, je suis juste sorti de l'œuf. C'est une reconversion. Avant, je ne faisais pas du tout ça. Avant, je faisais de l'événementiel sportif parce que j'ai un diplôme de traducteur trilingue. Je me suis spécialisé en espagnol et en tennis. Donc, j'ai bossé pas mal en Espagne et sur des événements, surtout tennis, donc amateur et professionnel. J'ai bossé sur le tournoi de Monte-Carlo il y a longtemps. Puis après, j'ai fait les rencontres Peugeot Roland-Garros, mais dans le cadre de sa partie internationale. Et puis, il y a 2 ans, j'ai lancé Big Breakers, qui était en fait à la base une application qui permettait de se faire corder sans se déplacer, que j'ai couplé à une marque de cordage, donc ma marque de cordage qui s'appelle Big Breakers aussi. Et je suis aussi enseignant cette année. Je suis dans un petit village à côté de Montpellier, au nord, à 20 minutes, qui s'appelle Prades-le-Lez. Voilà. Mais là, c'est confinement, on ne travaille plus, donc là, j'enseigne pas. Voilà. Bon, très bien la présentation, comme ça, c'est succinct, c'est parfait. Et Clément a aussi fait une vidéo, on a déjà fait une vidéo ensemble sur justement son concept de cette application-là, Big Breakers, et de ses évolutions à venir. Voilà. Donc, vous l'avez retrouvé sur le site. Allez, en suivant, j'ai Johan. Bonjour, donc moi c'est Johan. Là, je rentre d'Australie. J'étais pendant 6 mois à Melbourne, en Australie. J'enseignais dans une académie pendant 6 mois. Là, du coup, avec l'histoire du coronavirus, tout ça, je suis rentré sur Toulouse. Là, je devais partir aussi en Angleterre, mais là, du coup, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais sinon, je me suis pas mal formé à tout ce qui est nutrition, prépa mentale, tout ce qui touche autour de la performance. À la base, ce n'était pas du tout dans le tennis, mais vu que je suis joueur de tennis, maintenant, j'essaie d'amener un petit peu cette approche dans le tennis. Donc, voilà pour moi. Ok, parfait. Antoine? Alors, bonjour à tous, moi c'est Antoine, j'ai 33 ans. J'ai passé le DE en région parisienne et j'ai commencé à enseigner en région parisienne. Ça fait 3-4 ans. Après, j'ai voulu redescendre au soleil et depuis cette année, j'ai repris le poste qu'avait Erwan Sester qui est avec nous aussi ce soir au tennis club de Montèche. Donc, je m'occupe de tout, voilà, les 4 piliers et puis tout ce qui est aussi la partie administrative. Voilà, moi c'est du global et c'est plutôt une passion globale. Donc, je veux tout développer, mais voilà, en donnant du sens, comme je l'avais déjà dit précédemment. Parfait. Et là, normalement, je viens de recevoir un SMS. Normalement, il y a l'entraîneur de l'équipe de France de beach tennis qui doit venir. Donc ça, c'est trop bien. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu discuter de ça. Et en plus, quand le coronavirus va être parti, on va tous pouvoir rejouer au beach. Ça, c'est cool. Et donc ensuite Nolan, tu te présentes, s'il te plaît? Alors, avec plaisir. Moi, c'est Nolan Genero, j'ai 21 ans. Je coach principalement, on va dire, sur du haut niveau. Là, je rentre de Maurice où je dirigeais une académie là-bas. Et là, je suis en préparation pour m'exiler sur Dubaï d'ici septembre. Voilà, il n'y a pas grand. Si, j'habite en Savoie. Je suis un peu comme Benoît, on se soigne de la même façon du froid. On ne boit pas beaucoup. Non, je rigole. Mais du coup, non, voilà. Ok, allez. Une invitée qu'on n'a pas eue la semaine dernière, Brigitte. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, je suis une ex-joueuse pro dans les années 80. Donc, je suis la doyenne de cette réunion. Et après, j'ai été entraîneur. Pardon? La doyenne, on ne sait pas, je disais, pas sûr. Il y en a un qui n'a pas la caméra allumée. S'il faut, il y en a un qui est… Ouais. On s'en fiche, ça. Au contraire. Donc, après, j'ai été entraîneur dans les clubs. Je me suis un petit peu fâchée avec le tennis. Donc, j'ai pris plusieurs années sympathiques à côté du tennis. Je suis revenue.
Et aujourd'hui, je ne travaille plus en club, mais je fais du coaching mental depuis 5 ans et je suis très intéressée par la diététique. Donc, je fais aussi du coaching, de l'accompagnement diététique. Très bien, d'accord. Pour moi, ce sont les deux paramètres de la performance qui sont le plus à développer et qui manquent le plus aujourd'hui. Très bien. Et Brigitte qui a été quand même demi-finaliste à Roland-Garros. Et numéro 1 française pendant à peu près 48 ans. Voilà. proposer le cadre. Voilà. Mais par contre, je suis aussi le premier à dire qu'un enseignant qui est classé 15-2 peut être un super enseignant. Hein. Peut-être. Un super enseignant aussi. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah, non, c'est pas parce qu'on a été bon au tennis qu'on est un super enseignant. Hein. Voilà, c'est pour ça. Bon, ça. On est OK avec ça, c'est parfait. Ça, donc, bravo pour tout ça. On le voit. Ouais. Ensuite, à côté de Brigitte, j'ai Élodie. Alors, moi, c'est Élodie, j'ai 27 ans, j'enseigne sur 3 clubs de la région toulousaine, 3 petits clubs. Et j'ai commencé à DE il y a 2 ans maintenant. Mais je suis initiatrice depuis une quinzaine d'années. OK. Élodie, la semaine dernière, nous avait parlé un peu de ce qu'elle faisait dans son club autour du fit tennis. Oui, voilà. Sur mes clubs, j'ai développé le fit tennis, un petit peu de prépa physique. J'essaie de me former à cette discipline un peu plus. Et tennis, bien sûr. Voilà, très bien. OK. Ensuite, j'ai Clément. Ouais. Le vrai ou le second, je sais pas comment vous voulez. Le deuxième maintenant que l'autre est présenté. Et par contre, je vois qu'il y a des gens qui se rajoutent. Ils font on va passer la soirée à se présenter. Hein. Donc bonjour à tous, moi je suis DE tennis. Après j'ai fait un master STAPS en prépa physique et mentale. Et j'ai toujours travaillé en Auvergne-Rhône-Alpes, sauf cette année où je bosse en Mayenne, parce que j'ai suivi Madame et il y a un petit décalage à la fois météorologique, social, rural, urbain, tout ce que vous voulez. Mais c'est bientôt la fin de l'année et là le confinement augmente l'accélération de la fin de l'année. Donc voilà, par rapport à ce que disait Elodie, moi j'ai fait fit tennis aussi à Lyon, j'ai fait 2 ans et puis après finalement en basant sur les séances qu'ils préparaient eux déjà, j'ai réussi à le reproduire sans avoir à renouveler l'adhésion, donc sans avoir à re-signer en fait la licence fit tennis quoi. Prépa physique en club aussi, mais c'est un peu comme, je ne sais plus où est-ce que disait Antoine, je crois, j'ai toujours eu on va dire une gestion globale de club, c'est-à-dire un enseignant de club dans 200-220 adhérents tout seul. Des inscriptions jusqu'au changement du papier toilette. Voilà. Vraiment toutes les missions d'un enseignant de club. Vous rigolez, mais on connaît tous ça, de toute façon. C'est du vécu, on l'a tous vécu. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà mon cadre. OK. Et oui, c'est bon, tu l'as dit aussi. Parfait. Erwan. Salut, moi, je suis de Toulouse depuis toujours. Comme l'a dit Antoine avant, j'étais à Montèche et là je suis arrivé à Bruguière cette année, donc c'est un peu une année un peu charnière vu que je dois relancer un petit peu tout. Donc là, j'essaye un petit peu de relancer un peu partout et un peu comme Clément et comme Antoine, j'ai la gestion un peu de tout le club. Voilà, et j'ai passé mon DE il y a 2 ans, mais d'ailleurs avec Anto et avec Elodie. Ouais, on a passé le DE ensemble. Donc, OK, c'est bon. Et Hugo, du coup, qui arrive en dernier. Bonjour à tous. Et le mec fait 2 mètres et il n'arrive pas à être cadré sur la caméra. Ah, je suis assis. Et en plus, c'est vrai, le mec, Hugo est très très grand. Hugo Jean-Baptiste, stagiaire DES au club Donné-le-Château dans l'Aveyron. Et donc, c'est un club de 320 adhérents. Et voilà, moi, je m'occupe de toute la partie spéciale jeune et après les équipes adultes élites. D'accord. Voilà. Et on a fait une vidéo aussi avec Hugo déjà autour de tout ce qui était compétition libre. Parce que quand même, comme on parlait du bel exploit, en tout cas, ou du beau travail qu'a fourni Brigitte pour être demi-finaliste, Hugo, pour l'instant, est quand même le premier enseignant, enfin le premier club en France en termes de match de compétition libre. Oui, voilà, ouais, je gère aussi toute la partie compétition au sein du club, ouais. dont fait partie la compé libre. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Et on a détaillé dans
dans la vidéo, tout ça. Je vois que Romain vient d'arriver. Tu nous entends, Romain? Dans les réglages, je crois. Ouais. En bas à gauche, tu as muet. Tu as le micro à cliquer pour nous entendre, pour activer le micro. Ah putain, en plus, on a travaillé, on a fait l'interview ensemble il n'y a pas longtemps. Et normalement, il s'est censé servir. Bon. C'est l'inspecteur gadget du tennis, pourtant. Ouais. Bon. Il est bon. Bon, tant pis. Ok. Et après, ben c'est bon. Il y a des gens qui partent, qui rentrent, tant pis. Je ne pourrais pas suivre. Ok. Romain, c'est bon? Je vais voir si je peux les activer. Ok, bon. Quand vous êtes OK, vous nous faites signe. Et donc, du coup, voilà, donc à l'issue de toutes ces présentations-là, est-ce que vous avez déjà des questions entre vous qui peuvent commencer à lancer les discussions, les échanges? Sur la nutrition, est-ce qu'on peut aborder un peu le thème de la nutrition vu qu'on ne l'a pas abordé la semaine dernière? Ouais. Il y a pas mal d'intervenants, là, je pense qu'ils peuvent donner leur avis. Leur avis, ouais. Donc, qui c'est qui était intéressé? Brigitte, tu as dit que tu avais regardé ça? Oui, moi, ça fait 10 ans que je bosse là-dessus. Bon, tu as un peu regardé alors, oui. J'ai un peu regardé et je me suis formé, évidemment. J'ai forcément renforcé mes connaissances qui, au départ, étaient très basiques. Hein. Ouais. Moi, quand j'étais joueuse de tennis, la nutrition, c'était pas un gros mot, mais on ne savait pas comment ça s'écrivait. On ne s'en occupait pas du tout. Et je dis toujours que si j'avais eu des bases nutritionnelles, et encore à mon époque, on mangeait mieux qu'aujourd'hui. Ouais. On avait une qualité de produit qui était bien meilleure. On mangeait beaucoup plus équilibré qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, même quand on ne fait pas de sport, hein, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas uniquement pour les sportifs, mais pour les sportifs, c'est encore plus aigu parce que une bonne alimentation et une bonne hydratation. Moi, j'aime bien parler diététique et parler alimentation et hydratation parce qu'on oublie souvent l'hydratation qui est quand même quelque chose d'essentiel. Tout à fait. En sachant que si on a 2% de dette hydrique, on a 20% de concentration en moins, d'efficacité en moins. Donc, c'est assez énorme. Donc, quand on sait ça, déjà, on se dit, bon, l'hydratation, c'est important. Donc, l'alimentation, c'est la diététique, c'est l'alimentation et la réhydratation. Donc, pour les sportifs, c'est important. Bien s'alimenter pour un sportif, c'est important, mais ce n'est pas si facile à faire que ça. Parce que il y a les entraînements en répétition, il y a les horaires de match, etc. Quand on est dans un sport individuel comme le tennis, il faut gérer ça tout seul ou avec son environnement. Et on n'a pas forcément les bons réflexes, les bons outils et la capacité à pouvoir gérer tout ça. Et c'est d'autant plus important que c'est important pour avoir le bon carburant au bon moment, mais c'est important aussi pour la récupération. Tous les sportifs, quel que soit le sport dont vous parlez, et qui plus est les sports d'endurance, comme les marathons, les trails, machin, etc., eux, ils sont très, très branchés nutrition. Parce qu'ils savent que les 42 km, sans une bonne nutrition, une bonne hydratation, ils ne vont jamais pouvoir les faire, même s'ils s'entraînent bien. Ouais. Alors que nous, dans notre sport, le tennis, eh bien, force est de constater qu'on voit un peu n'importe quoi. Moi, j'ai entraîné pendant des années des gamins qui sortaient du collège ou du lycée, qui sortaient de 8 heures de cours, qui avaient mangé à la cantine le midi plus ou moins bien, qui n'avaient pas forcément bu dans la journée, qui avaient une demi-heure entre la sortie du lycée et leur entraînement, qui mangeaient un Chocobel ou deux, et puis voilà, on enchaînait, etc. Donc, mais c'est normal, hein, on n'avait pas la culture, on n'avait pas la connaissance, parce que la diététique, c'est quelque chose qui est très récent. Hein. On en parle d'une manière très récente. Donc il faut avoir un apport nutritionnel
équilibré. C'est pas parce qu'on mange varié qu'il faut qu'on mange équilibré. C'est pas parce qu'on mange des pâtes et des sucres lents, les fameux sucres lents, qu'on a le bon carburant au bon moment. L'apport en vitamines et minéraux dans la diététique du sportif est super important parce que je vais enfoncer une porte ouverte, mais forcément, on élimine beaucoup en transpirant, etc. Et la première chose qu'on élimine, c'est les vitamines et les minéraux. Et les vitamines et les minéraux, ce n'est pas des calories, ce n'est pas forcément un carburant comme les protéines, les sucres ou les graisses, mais c'est essentiel aux échanges d'abord qu'on peut avoir, à l'assimilation des sucres, des lipides et des protéines. Et les vitamines et minéraux, on les a plus dans notre assiette aujourd'hui. Et par contre, Brigitte, je te coupe, mais par contre, je pense et j'espère que la plupart d'entre vous ont vu les vidéos que j'ai faites avec la maman d'Hugo, justement, sur la diététique, et c'est d'une richesse incroyable. Moi, j'ai jamais autant appris avec quelqu'un voilà, sur la diététique. C'était incroyable. J'ai essayé de retranscrire les choses au mieux. Donc, sur le site, on a fait des petites parties de ce que tu parlais tout à l'heure, Brigitte, en disant les apports en fibres, les apports en protéines, les apports, voilà, tout ce qu'on a besoin pour un joueur de tennis. Donc, nous, enseignants, on doit le savoir. Et après, on a fait une interview avec des questions-réponses. Donc, il y avait des gens qui nous avaient posé des questions et elle y répondait. Donc, Antoine, si tu as l'occasion. J'ai vu. Ouais, là, vraiment, en plus, par contre, il y en a beaucoup. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est très, très, très riche. Je vois que Romain nous a rejoint. Romain, c'est bon, ça va? Ouais, c'est bon, ça marche. Parfait, super. Donc, Romain, on a fait c'est le dernier à être hier. Hein. Hier, j'ai sorti la première partie de l'interview, qui est entraîneur départemental aussi, et qui a pu nous montrer un petit peu, enfin partager l'expérience qu'il fait dans les clubs. Et la semaine prochaine, on fait une vidéo, c'est qu'on parle vraiment mental. Voilà. C'est ça. Du coup, Brigitte, je te laisse reprendre, mais peut-être qu'Antoine, tu as des questions peut-être plus précises à lui poser. On parlait d'hydratation, par exemple, pour rentrer dans le détail. Alors, déjà, comment s'hydrater avant, comment s'hydrater par exemple pendant un entraînement et pendant un match, la différence, et comment s'hydrater peut-être après, pour que ça donne un peu un ordre d'idée. L'hydratation, ça se fait comme l'alimentation, ça se fait en amont. On sait très bien que si tu bois au moment où tu as soif, c'est déjà que tu es en dette hydrique. Donc, l'alimentation, c'est l'hydratation, c'est je veux dire c'est toute la journée, mais mettons que tu as un match à 13h, tu vas commencer à t'hydrater régulièrement une ou 2 heures avant, par petites gorgées. Après, tu peux prendre des boissons de l'effort, etc. Mais sans parler de ça même, une hydratation, ça se fait, oui, au moins 1 heure avant. Au moins 1 heure avant. Pendant l'effort, évidemment, et après l'effort, pour récupérer et pour éliminer l'acide lactique qu'on a forcément emmagasiné pendant l'effort. Donc ça, c'est la base et qu'on devrait tous connaître et je veux dire, inculquer aux gens qu'on entraîne parce que peu de gens ont cette conscience de cette importance de l'hydratation. Ouais, je pense que c'est quelque chose, encore une fois, c'est des choses qu'on doit connaître nous en amont pour après être capable de le proposer. Tout à fait. Ouais. Et Nolan, je t'ai vu lever la main. Donc, ouais, juste pour un peu compléter ce que Brigitte dit, moi je pense que c'est même quelque chose de quotidien. Quand on entraîne un joueur ou quand on veut que forcément il y ait une performance, je pense que c'est une éducation à faire. Je connais pratiquement personne qui ne boit assez pendant la journée, encore plus chez les enfants. Moi, je pense que c'est quelque chose de quotidien parce que, par exemple, on prend l'exemple d'un enfant qui a match comme à 13h, comme le disait Brigitte. Si on veut qu'il ait un bon sommeil, de toute manière, s'il est mal hydraté, il dormira moins bien avant son match, la veille de son match, que si il avait une hydratation qui est correcte. Donc, je pense vraiment que moi, c'est quelque chose, c'est une éducation, mais vraiment, hein. Il y a des applications aujourd'hui qui existent où tu comptes tes verres d'eau pour savoir si tu as assez bu dans la journée ou pas. Moi, je le fais, hein. Je le fais au quotidien. Et bien sûr, qu'ils te mettent des rappels sur ton portable. Parce que, sincèrement, je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde.
pour le coup, on a tous l'eau chez nous. Enfin, je veux dire, à part peut-être moi qui habite au fin fond de la Savoie, mais encore je l'ai. Et, et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être dans une académie de tennis pour boire correctement et progresser là-dessus. Et moi, je pense que vraiment, moi, j'ai jamais eu un coach dans mon club qui m'a parlé de mon hydratation. Jamais. Ouais, c'est clair. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé combien de fois je buvais par jour, est-ce que je buvais assez, peut-être parce que aussi il faut savoir que l'eau, alors surtout l'eau, en bouteille, ça amène aussi pas mal de sels minéraux, donc il y a quand même aussi des choses très importantes pour l'organisme. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose, un travail à faire au quotidien plutôt que la veille d'un match ou ou le jour J, quoi. Ouais, c'est clair. Tu as raison, Nolan, hein, c'est une question d'éducation. Ouais. C'est pas uniquement le jour J de la compétition. Quand tu te réveilles et que tu te dis il faut le faire. Dans sa vie de tous les jours. Mais même quand on ne fait pas de sport, hein, on ne voit pas assez quand on ne fait pas de sport. Pour le coup, moi, c'est Brigitte qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, parce qu'on se connaît plutôt bien dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne buvais pas assez. On en a discuté, et c'est vrai que maintenant, je me force vraiment. J'essaye au moins, et je sais que c'est même peut-être pas suffisant, mais de boire 3 à 4 litres par jour. Ouais. Ça dépend c'est ce que vraiment tu fais. quelque chose que… Après, tu vois, avec Hugo, avec la maman d'Hugo, on avait fait un calcul rapide. En plus, tu parlais tout à l'heure d'application. Et Clément, je sais que tu as levé la main, donc je te donne la parole après. Mais elle avait parlé d'une chose, moi, ça va me marquer, ça m'aide maintenant moi, au quotidien pour mes entraînements de triathlon. Il faut boire la quantité d'eau équivalente à la somme des énergies dépensées. Donc, par exemple, on fait métabolisme de base, on va dire, pour faire simple, 2000 kilocalories de dépenser. Si tu dépenses en faisant une activité 500 kilocalories, ça fait 2500. Et bien, il faut avoir bu dans la journée au minimum 2500 millilitres. Ouais. Ça, c'est simple, efficace. Et là, tu vois, en plus, maintenant, comme on disait, les applications, les téléphones, on a tous une montre connectée, on a tous la possibilité de voir combien on a dépensé, tout ça. Et là, ça peut aider vraiment. Et là, il faut se servir de ces données-là. Donc, elles sont encore sur le site. Il faut se servir de ces données-là et après arriver à le mettre en place dans nos cours et surtout l'inculquer. Voilà, l'inculquer dès les plus petits, tu vois. Mais on le fait quand on dit aux enfants, allez, on fait une pause pour boire. Tu vois, et c'est des trucs qui doivent venir et qui se répètent. Moi, maintenant, j'ai plus besoin de dire à mon corps, il faut boire. Tu vois, il est habitué. Donc, c'est lui qui me le dit. Pourquoi tu ne bois pas? C'est parce que tu as créé le besoin. Ouais, c'est ça. Crée le besoin, donc après, tu bois naturellement. C'est clair. Clément, qu'est-ce que tu voulais demander alors? Oui, faire en premier lieu un témoignage, c'est vrai que… Ah. Vas-y. Moi, perso, j'avais levé la main, toi, je sais pas, mais… Ah merde, le premier Clément, j'avais vu aussi. Oui, moi aussi. Vas-y, Clément Griffon. Donc, en gros. Ok. Allez, par alphabétique. Ouais. Un témoignage effectivement qui concorde, c'est que quand j'ai souvent des enfants à l'entraînement, ils n'ont jamais de quoi boire. Et quand on fait des petits jeux et qu'ils gagnent des choses, ils choisissent que d'une semaine sur l'autre que je leur amène quoi, ils ne me demandent pas de l'eau, ils me demandent souvent des canettes, du soda. Donc il leur arrive de boire que ça et pas d'eau. Ou alors de devoir sortir au clubhouse pour aller se servir à boire, mais c'est vrai qu'ils n'amènent rien. Et moi, en fait, j'avais deux questions, une sur l'hydratation et une autre un peu plus large. La première sur l'hydratation, est-ce que la veille d'un match, il faut privilégier certains aliments pour ne pas avoir soif ou trop soif? Est-ce que certains aliments permettent de réguler son besoin hydrique? Et la deuxième question, moi, en ce moment, pour perdre un peu de poids, je fais un régime qui s'appelle donc intermittent, où je saute le petit déjeuner. Donc, je fais 16 heures sans manger entre le repas du soir et celui du midi du lendemain. Et est-ce que ça fonctionne si on joue régulièrement au tennis ou pas? En gros, est-ce qu'on peut faire un régime et continuer à pratiquer son sport? Alors, sur la boisson, moi j'éliminerai le soin pour tes élèves pour les récompenser. D'accord. Mais la boisson, il faut que tu l'intègres vraiment tous les jours, quoi. Tous les jours, même si tu fais pas de sport, même si
comme disait Nolan, voilà, il faut que ce soit quelque chose et que tu éduques les gens que tu vas à l'entraînement, etc. Moi, à un moment donné, quand j'étais encore entraîneur dans un club à Paimpol, je refusais à l'entraînement les gamins qui n'avaient pas leur bouteille d'eau. Bah ouais. Et ils allaient, au bout d'un moment, d'abord, ils l'amenaient tous, et puis autrement, bon, ils allaient chercher, ils se débrouillaient, machin, etc. Mais un enfant, bon, il n'a pas conscience de ce qu'il a, de ce qu'il a besoin, etc. Donc, on a besoin d'être très, très pédagogue et en même temps d'être très directif. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur la boisson. Sur l'alimentation, faire un régime quand tu fais du sport, tu peux le faire, mais sur un temps très court. Parce que tu vas te mettre en carence, il y a une fatigue, et puis tu ne vas pas porter à ton corps tous les nutriments dont il a besoin. Donc, mais est-ce que ça peut devenir une routine? Pardon? Est-ce que ça peut devenir une routine? C'est-à-dire, bon, j'arrive à éliminer par exemple le petit-déj. C'est fatigant, comme tu dis au début, les 3-4 premiers jours, je pense que l'organisme a un peu du mal à s'ajuster. Mais est-ce qu'après, ça ne peut pas devenir finalement mon régime classique? Moi, je trouve que c'est… Alors, d'abord, tu as raison, au début, quand on change ses habitudes alimentaires, c'est toujours un petit peu compliqué et perturbant. Maintenant, par rapport à tes habitudes alimentaires et ta dépense physique, de ce dont tu as besoin, bon, le petit déjeuner est quand même considéré comme le repas le plus important de la journée. Ah oui. Donc déjà, tu peux dire que tu pars avec un handicap. Après, il faut tenir compte de son métabolisme, de sa dépense énergétique, etc. Il y a pas de, il y a des fondamentaux, mais après on peut adapter. Si tu te sens bien comme ça, mais que derrière tu as les apports nutritifs qu'il te faut au niveau de ta journée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pas forcément la meilleure. Ce que tu fais, c'est un peu un jeûne intermittent, ce qu'on appelle aujourd'hui un jeûne intermittent. C'est-à-dire que on se laisse 12, 13, 14 heures sans manger. Alors, ça, c'est bien, moi, je dirais que c'est pas forcément mauvais, mais à condition de ne pas le répéter des dizaines de fois. Il faut le faire de temps en temps. Et puis, je trouve que c'est pas très adapté au sport. Parce que le sport, on a plus besoin de manger souvent, pas forcément beaucoup, mais souvent, pour apporter le bon carburant au bon moment. Moi, ça me pose un souci si j'étais convoqué en tournoi à 9h ou à 10h30 le matin et que j'y allais sans petit déjeuner et que voilà, exactement. Manger, c'est au changement de côté. Je me dis, là, c'est quand même… C'est exactement la réponse. Tu as la réponse à ta question. Ouais. Alors, quand tu n'as pas de dépense physique énergétique après le petit déjeuner, tu peux le faire. Et tu vas le faire un jour dans la semaine, mais pas tous les jours. Tout à fait. Okay. C'est mon point de vue. Hein. Oui, bien sûr, mais on écoute. De toute façon, on écoute. On écoute, on prend les infos. De toute façon, c'est la base première du site. Et le LED, donc ce live, il va pas y déroger. On va écouter, on va prendre des infos et on en fait ce qu'on veut. Voilà. Nolan, donc tu as levé la main. Alors, moi, je suis assez d'accord avec Brigitte. Je pense que la seule chose qu'on peut peut-être changer un peu sur l'hydratation sur une période de tournoi, c'est peut-être augmenter un peu le taux de sel dans l'eau. Peut-être pour essayer que le sel se fixe un peu plus aux muscles et qu'on essaye de retenir un peu plus l'eau dans les muscles pour éviter tout ce qui est crampes. Après, pour ce qui est du jeûne intermittent, moi, je suis plutôt contre parce que moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire peut-être sur une période foncière, peut-être pour essayer d'augmenter les résultats lors de la période foncière si on veut sécher. C'est peut-être intéressant. Par contre, à l'année, je le déconseille fortement. Pour moi, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. S'il fallait faire un jeûne, moi, ça serait plutôt sur le repas du soir.
Mais je pense que si on veut commencer une journée en forme, vraiment. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne déjeunait pas, qui avait vraiment du mal à prendre mon petit déjeuner. Puis j'ai rencontré Brigitte et j'ai pris la chasse de ma vie. Elle m'a dit qu'il fallait absolument que je prenne mon petit déj. Et c'est vrai qu'en fait, on a des meilleurs résultats. Tout simplement, moi, je trouve que si déjà on veut perdre du poids, si on fait sauter le petit déj, on mange donc pour la dernière fois entre 19h et 21h. On dort. Notre corps, il sait que la prochaine fois qu'il va avoir un apport, ça sera aux alentours entre 11h30 et 13h30 le lendemain. Donc, du coup, pendant la nuit, il va stocker un maximum de choses parce qu'il sait qu'il n'aura pas. De toute façon, le petit déjeuner, c'est déjeuner. On déjeune, on rompt le jeûne. Donc, le corps, il va stocker. Et moi, je pense qu'on a quand même des chances. Alors, ça dépend des métabolismes, forcément. Mais moi, personnellement, je sais qu'en prenant pas mon petit-déj, je stockais beaucoup plus pendant la nuit. Et du coup, je pensais que sauter un repas, ça pouvait être intéressant si c'était une habitude qui était prise, donc un jeûne intermittent. Et je me suis rendu compte que si on avait plutôt un à faire sauter, ça serait plutôt celui du soir. Du soir, ouais. Je sais pas ce que tu en penses, Brigitte. De toute façon, dès qu'on met son corps en carence, de quelque manière que ce soit, on va stopper. Ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'on est programmé comme l'homme de Cro-Magnon. L'évolution des gènes, c'est toujours pareil. Donc, on est programmé pour les périodes de disette qu'ils avaient, etc. Donc, dès qu'on met son corps en carence, eh ben, on va programmer on va stocker pour faire des réserves. Donc moi, je suis des gens toute l'année au niveau de la perte de poids, etc. Et les gens, des fois, ne mangent pas beaucoup. Parfois, sautent des repas. Mais le peu qu'ils mangent, comme ils ne mangent pas d'une manière simple, équilibrée et d'une manière, on va dire, régulière, et ben, le peu qu'ils mangent, ils le stockent. Ils stockent, ouais, inévitablement. Donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, chacun fait comme il veut, mais, oui, bien sûr. mais on est tous programmés comme ça. Donc voilà. Donc après, il y a nos habitudes alimentaires, et évidemment, il faut respecter nos habitudes alimentaires, nos goûts, etc. Mais si, moi je suis d'accord avec Nolan, s'il y a un repas qu'il faut peut-être sauter de temps en temps, mais même on n'est pas obligé de le sauter, on peut manger d'une manière très simple le soir et très frugale le soir, c'est le soir. Le soir, c'est le repas du soir, c'est le repas où on a le moins de demande d'énergie après. Le matin, on a toute la journée à faire. Le midi, c'est important parce qu'on a besoin de recharger les batteries, etc. En plus, bon, vous êtes tous dans le tennis, vous travaillez tous le soir, dans les clubs, etc. Donc, vous avez besoin de bons carburants pour tenir les 3-4 heures que vous avez à faire dans les clubs le soir. Alors là, on fait Clément. Parce que quand on rentre le soir après l'entraînement, on n'a pas forcément très faim. Hein. Je vais donner la parole à Clément. Après, il y a Johan et après, il y a Benoît. OK. Alors, Donc, vous voyez comment ça s'agence. Hein. Donc, chacun pose des questions et les réponses, on va essayer de les faire les plus rapides possibles. Après, on a changé de sujet hein, parce que ça a été évoqué. C'était la difficulté que rencontrait Clément sur le fait que les enfants, déjà, ils venaient sans bouteille d'eau en cours. Voilà. Là, bon, on est en mars et j'ai pas encore toute école de tennis qui a bouteille d'eau. Voilà. Ce qui arrive. Enfin, après, je suis jeune enseignant, mais ce qui n'arrivait pas avant, je pense. Tu as communiqué sur ça auprès des parents? Oui. Bah, de toute façon, les parents avec lesquels tu arrives à communiquer sont les parents des enfants les plus investis. Ouais. Donc, généralement, ce ne sont pas les parents des enfants qui n'ont pas de bouteille d'eau ou qui sont en jean. Tu vois. Et la difficulté qui existait peut-être moins avant, c'est les familles séparées, monoparentales. Et donc, le jean, parce que le short, le seul et unique short, est dans la voiture de papa qui est en déplacement à Paris. J'ai découvert ça récemment. Là. Ok, donc Johan. Ouais, du coup, moi, je voulais un petit peu compléter tout ça. Je suis assez d'accord avec tout ça. Moi, j'ai fait énormément de tests au niveau de la nutrition. J'ai eu des périodes où j'ai fait des jus de fruits, des jus de légumes. J'ai testé le jeûne intermittent, j'ai testé le jeûne aussi pendant 3-4 jours.
Et j'en reviens sur le jeûne intermittent. Moi, ça m'a apporté un petit peu sur quelques jours, en fait, pour, on va dire, nettoyer, reposer mon corps. Mais sur une longue durée, moi, je ne le conseillerais pas non plus. Mais sur une période où il n'y a pas d'entraînement, où on est en récup sur quelques jours, pourquoi pas, ça peut permettre au corps de se reposer, notamment à l'estomac, tout ce qui est digestion et tout ça, ça peut permettre un nettoyage. Mais je ne le conseillerais pas plus longtemps. Et ensuite, pour revenir un petit peu sur l'hydratation, moi, j'avais un joueur qui, justement, buvait beaucoup, mais qui avait des problèmes au niveau de la transpiration. C'est-à-dire que des fois, la raquette partait tellement qu'il transpirait. Pourtant, il s'hydratait énormément. Et du coup, ce qui l'a vachement aidé à capter les minéraux, les vitamines et à s'hydrater concrètement, c'était d'aller capter des vitamines dans tout ce qui est végétaux, notamment les végétaux verts, on appelle ça, qui contiennent beaucoup de chlorophylle et qui permettent de justement capter tous les minéraux et qui permettent au corps derrière de pouvoir capter. Et justement, lui, ça lui a réglé un petit peu ses problèmes de transpiration parce qu'au lieu que l'eau qu'il boive, il élimine directement, ça permettait à son corps de la capter, de nourrir les muscles, etc. Donc, je pense que c'est hyper important. Il avait des crampes? Non, il n'avait pas trop de problèmes de crampes. Mais par contre, niveau transpiration, c'était assez incroyable. De toute façon, dans les végétaux, tu as des fibres. Ouais, c'est les fibres qui vont retenir l'eau. Donc, exactement. C'est très cohérent. Ouais, justement, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des minéraux de qualité dans des légumes de qualité parce que aujourd'hui, on a des légumes qui n'ont plus du tout de minéraux. Donc, essayer d'arriver à avoir des aliments de qualité pour capter ces minéraux et justement pouvoir aussi s'hydrater correctement et pas juste boire et éliminer directement. Très bien. Merci, ça c'était top, Johan. Benoît et après Hugo, tu as levé la main? Écoute, moi, ça va dans le sens de ce que disait Johan. Enfin, je vais poser des questions là, justement. En période de pré-compétition, en période de compétition, surtout en période de compétition, Brigitte, Johan, et puis selon vos expériences, les autres, les collègues, est-ce que vous privilégiez une alimentation, comme tu le disais tout à l'heure par rapport au triathlon, est-ce que vous privilégiez une alimentation plutôt solide ou liquide? On sait aujourd'hui qu'il y a des produits qui sont très bien, qui apportent les mêmes choses que des solides. Et du coup, Johan vient de l'aborder avec Brigitte avec les fibres. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous préconisez? Je parle? Tu peux y aller. Je lève la main? Ouais, vas-y. Je pense que les deux sont conciliables. Moi, je travaille avec un partenaire diététique qui s'appelle Beauty Sané et qui propose des repas équilibrés, liquides et qu'on peut cuisiner. D'ailleurs, Nolan les connaît, donc il pourrait témoigner. Mais ça, c'est une alimentation qui est très intéressante juste avant l'entraînement ou juste avant la compétition. Parce qu'on va pouvoir, d'une manière liquide, bien alimenter son corps avec tout ce qu'il faut, les vitamines, les minéraux, un équilibre parfait en glucides, lipides et protéines. Et en plus, c'est très digeste. Nous, notre repas, il se digère en moins de 40 minutes. Donc, on peut prendre n'importe quel repas liquide 40 minutes avant l'entraînement ou la compétition. Et on peut le prendre après, etc. Par contre, quand on n'est pas quand on a le temps de manger normalement, de se préparer à manger, etc., ben on va aussi privilégier une alimentation solide. D'abord pour varier les plaisirs, parce que l'alimentation, il y a une notion de plaisir dans l'alimentation, donc il faut bien le garder à l'esprit, et puis on va l'adapter par rapport à nos besoins et au profil de la personne. Je pense que les deux sont vraiment conciliables avec intelligence et par rapport au sport qu'on fait aussi. Moi, par exemple, j'ai des judokas, tous les sports où il y a une notion de poids par rapport à leur catégorie, etc. Bon, maigrir quand on fait du sport, c'est toujours compliqué parce qu'on a besoin d'énergie et en même temps, on a besoin de moins manger.
Donc, ça, ce sont des solutions qui peuvent permettre de stabiliser son poids tout en étant bien alimenté. Après, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette avant? Voilà, c'est tout. Benoît, c'est bon? Est-ce que les gens savent ce qu'il faut mettre dans leur assiette avant? Ça, c'est un autre problème. Okay. Merci beaucoup. Parfait. Hugo, vas-y. Ouais, non, moi, c'était sur. Je rejoins tout le monde. Là, moi, c'était beaucoup sur l'éducation. Ouais. Je pense que ça part de là. Et vraiment, tout ça, là, c'est vraiment un style de vie. C'est-à-dire un style de vie où vraiment, c'est au quotidien quoi, que tu te construis sur ça. Et après, tous ces produits-là, tu vois, tout ce qui est Powerade, même pour la musculation, tout ce qui est pour les prises de masse, après tous ces produits, moi, j'appelle plutôt ça, tu as des produits de compensation, en fait, qui viennent pallier à un mauvais style de vie, quoi, d'hygiène, quoi. Ouais. Donc, moi, je suis plutôt pour, tu vois, un style de vie sain où vraiment tu utilises les basiques, manger et boire de l'eau. Mais et voilà, donc sur ça. Et après, moi, c'était pour revenir sur l'eau. J'avais entendu un préparateur physique qui disait que l'eau du robinet, fallait en boire un peu moins et un peu plus d'eau minérale. Parce qu'en fait, on se rend compte, les enfants à l'école et à la cantine, ils n'ont que de l'eau minérale. Au club aussi, eau du robinet, ils n'ont que de l'eau du robinet à l'école et au tennis. Et en fait, le soir, si en plus dans la famille, ils boivent que de l'eau du robinet, en fait, ils n'ont jamais d'apport de minéraux. Après, si dans les aliments, tout ça. Mais moi, je trouve qu'il faudrait inciter aussi à reboire de l'eau en bouteille. Après, je sais pas si c'est prouvé, mais j'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit. Donc, reboire de l'eau en bouteille et voilà. Et après, dernière chose, j'avais remarqué, en fait, comme les enfants ne buvaient pas beaucoup toute la journée, c'est-à-dire ils enchaînaient des fois le matin jusqu'au soir avec 1 ou 2 verres d'eau à la cantine. Et en fait, le soir, ils arrivaient, ils buvaient tellement d'eau qu'après, ils n'avaient plus la place pour manger. Donc après, il y avait un dérèglement aussi au niveau des repas. Je vois. Donc après, les seules solutions que j'ai trouvées, c'était les petits, je leur disais de mettre du sirop, tu vois, des sirops sucrés, éviter les bouteilles, mais plutôt des sirops style grenadine, citron. Tout ça pour le plaisir, voilà, parce que des fois l'eau c'est un peu, il y en a certaines des petits c'est un peu chiant à boire, et donc sirop. Et après c'était vraiment, moi j'avais comme repère, tu as vraiment une gourde, et cette gourde tu la fais suivre partout. Tu vois, c'est pas parce que souvent ils n'ont pas de bouteille en fait référence. Pour moi je leur rappelais, tu as une gourde référente, dessus en fait tu peux la graduer, c'est-à-dire ça c'est 9 heures, ça c'est, tout à l'heure on parlait des repères. C'est-à-dire une gourde référente avec certains repères et que tu fais suivre à l'école, parce qu'ils n'apprennent jamais à l'école, alors qu'ils peuvent à l'école prendre leur gourde. Et quand ils arrivent au tennis, tu leur dis est-ce que tu l'as fini aujourd'hui, tu l'as rempli combien de fois. Pour moi, il faut qu'ils suivent avec leur bouteille, quoi. Voilà. Ok. Bon, il faut éduquer les parents aussi. Et oui, ça, c'est pas évident. Voilà. Mais après, je trouve, là, je viens de le tester, je trouve, franchement, comme tu dis, si les parents ne sont pas éduqués, c'est à nous, après, on a peut-être d'influence, mais leur dire, est-ce que tu as une gourde? Ou même moi, dans les lots, là, il y en a, je leur ai filé des gourdes. Et tu leur dis, maintenant, c'est ta gourde, tu la prends à l'école et tu la fais suivre, quoi. Nolan? Après, pour le coup, moi, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez compliqué de performer en tennis sans voir un nutritionniste. Sincèrement, hein, moi je pense que tout enfant qui fait de la compétition et qui a des projets tennistiques, mais alors que ce soit au niveau départemental, régional ou national, il devrait suivre un nutritionniste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les aliments qu'on a, ils sont appauvris. Tu prends l'exemple d'une pomme. Mais une pomme d'aujourd'hui, tu la manges. Brigitte, tu me diras le chiffre exact, mais c'est quoi? C'est 50 fois moins de vitamines qu'une pomme. On va manger 60 pommes aujourd'hui pour avoir la valeur nutritive d'une pomme de 1960. Voilà, donc si tu veux, bah oui, les sols, ils sont appauvris, on nous fout des pesticides de partout. Donc en fait, aujourd'hui, on a l'impression, même si tu fais des efforts pour manger équilibré, tu fais des efforts, et ben les produits que tu manges, s'ils ne sont pas bio, s'ils ne sont pas issus voilà, de l'agriculture biologique ou quoi. Mais même quand ils sont bio, hein. Même quand mais ils oui, sont bio. oui. Mais si tu veux, à part si tu as voilà, un pommier dans ton jardin, et encore, c'est même pas sûr. Si tu veux, ces produits-là, ils t'apportent plus rien. Moi, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on peut encore manger équilibré sans prendre de compléments alimentaires. C'est quelque chose qui est possible.
Par contre, pour moi, c'est quelque chose qui est onéreux. Ouais, c'est quelque ouais. chose qui prend du temps. Mm. Ça demande vraiment une vraie connaissance. C'est pour ça que moi, j'incite à aller voir des nutritionnistes parce que c'est des gens, pour moi, qui sont essentiels. Et je ne parle pas de diététicien, hein, je parle de nutritionniste. Mm. Je fais la différence entre les deux. Et aujourd'hui, moi, je pense que vraiment, et pour être un peu sur le circuit pro avec les joueurs, tout le monde prend des compléments alimentaires. Tout le monde. Parce que c'est compliqué de manger vraiment parfaitement, avoir son apport en fibres, avoir son apport entre toutes les vitamines, entre tous les minéraux. C'est hyper compliqué. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'alimentation, on se tourne vers une alimentation qui va être de moins en moins avec du produit frais et qui va être de plus en plus, alors malheureusement, hein, mais c'est un peu les répercussions de toute l'activité humaine sur Terre. Mais je pense qu'on se tourne vraiment vers une nutrition comme ça, ou un peu plus scientifique et avec des compléments alimentaires, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, voire impossible de manger parfaitement dans la vie de tous les jours. Ouais, si je peux rebondir sur ça, ouais, c'est tout à fait vrai là, ce que tu dis, Nolan. Après, j'ai essayé de faire venir ma mère là, mais elle n'est pas dispo. Mais en fait, c'est tout à fait ça. En fait, si tu as le temps, l'argent et les ressources nécessaires, tu peux manger sans complément alimentaire et sans toutes ces choses-là. Mais comme tu dis, là, c'est impossible. C'est-à-dire que déjà, c'est vachement onéreux, tu dois manger que du bio. Voilà. Et bon, en plus, souvent, les gens n'ont pas forcément le temps. Mais c'est tout à fait vrai, ouais, c'est exactement ça. Et après, nous, sur l'éducation, on a fait venir comme tu disais, là, on ne pouvait pas chacun leur dire va voir une nutritionniste. Donc, on a fait venir, pas ma mère parce qu'elle n'était pas de la région, mais trois fois dans l'année, une nutritionniste et une diététicienne qui venaient éduquer les parents. Et à chaque fois, on a eu un tiers des parents du club qui étaient là. Donc, déjà, c'est un premier pas. Et voilà. Et deuxième étape, on va essayer de faire ça, des interventions. Et après, avec des ateliers cuisine, avec les parents, voilà, pour les éduquer sur ça. Ouais, c'est top. Top. Ah, franchement, c'est énorme, je trouve. Je viendrai filmer d'ailleurs. Ouais, avec plaisir. Ouais, et moi, prendre des cours de cuisine. Ouais. Ouais, après, comme disait Quentin, d'abord, c'est soi-même, je ne sais pas comment tu as dit la phrase, mais avant d'éduquer, voilà, c'est soi-même sa propre personnalité. Après, moi, j'étais éduqué avec ma mère qui est diététicienne, donc j'ai des bases. Mais je pense que ouais, c'est un style de vie, et même que ce soit pour les performances tennis, mais pour ton hygiène de vie quotidienne à toi et ta santé, quoi. C'est vraiment, normalement, si tu prends conscience, c'est vraiment c'est une des choses les plus importantes, quoi. Question de santé d'abord. Hein. Ouais, voilà, santé, mais je sais pas, les gens. Après, quand on fait du sport, performance, mais bien s'alimenter, oui, c'est une question de santé au départ. Donc, quelqu'un veut réagir par-dessus ça ou on part sur un autre sujet? Clément, tu voulais? Non, c'était une proposition pour enchaîner. Là, il me semble qu'il y a quelques enseignants de club. Moi, il y a 4 soirs où je bosse jusqu'à 22h30. Ouais. Avec un peu de route, ça m'emmène à 23h, 23h10 chez moi. Et du coup, moi-même, je sais comment je fais pour mon alimentation, mais sans influencer. Je voulais savoir les personnes qui étaient dans le même contexte, comment elles faisaient du coup. Moi, je sais que quand j'enseignais, je vais commencer d'ailleurs. Ouais. Moi, quand j'enseignais, je faisais à manger dans la journée pour le midi et le soir. Et comme ça, quand j'arrivais, je mangeais, tout était déjà prêt. Voilà. Et après, par contre, je me prenais tout le temps un encas. Donc, quand je travaillais le mercredi, je faisais du 10h, 22h. Je prenais un encas à 10h, justement, à 11h, 11h30. Je remangeais un peu à midi et après, je reprenais un encas à 16h. Et c'était rigolo parce que je prenais tout le temps une pomme. Et à chaque fois, dès que j'étais aux encas, les enfants ils font « Ah, tu as pris la pomme ?» Ben oui, j'ai pris la pomme, tu vois. Mais mine de rien, qu'est-ce qu'ils avaient comme image en tête? Ah, Anthony, il mange une pomme, tu vois. Et Anthony, il a toujours sa bouteille. Anthony, il a toujours la pomme. Anthony, il mange ça à telle heure, tu vois. Et mine de rien, même sans leur dire, ils te voient faire, tu vois. Et là, déjà, tu t'éduques au final comme ça. Tu vois. Ouais. Le Jacques Chirac du tennis, quoi. Ouais. donc, du coup, moi, je faisais comme ça. Après, les autres, je pense que vous avez chacun votre technique, mais qu'est-ce que vous avez? Après, c'est chaud quand tu enchaînes les journées. Moi, je sais que des fois, j'enchaîne les grosses journées style 9h, 21h. Et c'est chaud des fois pour, tu vois, comme tu disais, là, de vraiment bien manger, quoi.
Donc, c'est que des sandwichs, encore une fois, là, on n'a pas du tout la bonne alimentation classique, quoi. Et je sais que moi, j'essaie de compenser, mais même en compensant, quand tu as un cours, c'est difficile de manger un bon sandwich, tu vois. Ouais. C'est ça qui est gênant aussi, tu vois. C'est tout l'avantage que tu as maintenant avec les repas dont parlait Nolan, Ouais, voilà, qui sont liquides et qui t'apportent un repas équilibré, qui est facile à préparer. Tu prends ton shaker, tu vas au boulot, tu bois ton shaker, tu as mangé tout ce qu'il te fallait en termes de vitamines et minéraux, que ce soit en macro ou en micronutrition. Je veux te dire, c'est facile, quoi. C'est à la portée de tout le monde. Et c'est des repas, en plus, si on compare avec un repas hyper complet, qui sont peut-être 5 à 6 fois moins chers. Donc, si tu veux, moi, je trouve que c'est une solution facile. Alors, malheureusement… Par rapport à nos rythmes de vie et les besoins qu'on a, c'est la solution intelligente aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas de manger n'importe quoi, il faut faire attention à ce qu'on choisit, mais c'est vraiment la solution la plus adaptée. Maintenant, ça existe, avant, ça n'existait pas. Moi, j'aurais eu ce style de repas quand j'étais en compétition. J'aurais certainement évité des coups de barre, de l'hypoglycémie pendant les matchs. Tu aurais gagné Roland. Et j'aurais gagné Roland Garros. Voilà. Mais après, là, sur les checkers, Brigitte, Nolan, vous avez raison. Et après, j'ai oublié de dire, mais ma mère, elle m'en parlait. Tu peux te faire des checkers, en fait, sains, ce qu'ils appellent avec des bons aliments. Parce qu'il faut faire attention, il y a des produits qui sont assez dangereux. Oui, voilà, tout à fait. Ça dépend de ce que tu prends. Et moi, avec des substances, tu vois, cancérigènes, je travaille avec un laboratoire, français. Et quand on mange un repas, on a un tiers de nos apports journaliers au niveau vitamines et minéraux. On a une très bonne qualité de protéines. Et pour les sportifs, les protéines, l'apport en protéines, la qualité de protéines est très importante au niveau musculaire. On a les bons glucides, les sucres lents, les sucres rapides, des fibres. On a vraiment tout dans un repas qu'on n'a pas forcément quand on se prépare même bien à manger chez nous. Donc, parce qu'aujourd'hui, même si… moi, je ne suis pas une bonne cuisinière, hein, mais je cuisine quand même un peu, même si on fait attention aux matières premières, même si on fait attention à notre apport en légumes verts, en fruits, en légumes et puis en sucre lent. Moi, je défie quiconque de savoir si dans une journée, il a mangé sur ces 3 repas très équilibrés et qu'il a son apport qu'il lui faut en vitamines, en minéraux, etc. Donc, mais de toute façon, ce qui nous manque le plus dans notre assiette aujourd'hui, c'est les vitamines et les minéraux, ça c'est sûr. Donc, on a tous besoin de se complémenter en vitamines et minéraux et en oméga 3 aussi. Erwan et Elodie, comment vous fonctionnez, vous, sur cette partie-là où c'est que justement vous travaillez tard, comme tout le monde, comment vous vous organisez pour les repas? Moi, généralement, je me fais à manger en milieu d'après-midi, juste avant de partir au boulot, pour qu'en rentrant, moi, je finis, j'ai de la chance de finir quand même assez tôt, à 21h30, donc je suis chez moi à 22h grand max. Mais ça me permet de pouvoir manger dès que je rentre, plutôt que de rentrer avec la flemme et tout ça. Je ne suis pas sûr de me faire aussi bien à manger que si je me le prépare en milieu d'après-midi, où là j'ai le temps et j'ai plus l'envie qu'à 22h en rentrant. Elodie ? Ouais. Et du coup, moi, ce que je fais, pareil, je prépare avant. Après, moi, j'ai souvent des journées qui commencent à 15h pour finir vers 22h ou 22h30. Donc, ça me fait arriver chez moi vers 23h. Donc, je mange à cette heure-là. Donc, c'est assez tard, comme vous tous, je pense. Et par contre, j'ai tout le temps le besoin de faire un gros 4 heures vers 16h30, 17h en fonction de la culture que j'ai. Et c'est comme ça que je gère le truc. Tu le gros pot de Nutella, là, et après en avant. Non, pas le Nutella, non. Non, mais ça varie. Ça varie. Mais oui, il peut y avoir un fruit à 4 heures accompagné d'un petit gâteau. Voilà, ça dépend. On a répondu, Clément? Oui, du coup, c'est marrant, mais moi, personnellement, j'ai jamais ressenti, on va dire, la sensation de faim. Aux 4 heures. J'associe beaucoup la sensation de faim à la sensation de distraction, dans le sens où si je suis sur le terrain et qu'il va falloir faire 15-22, comme je suis occupé à gérer la séance,
je n'ai pas la sensation de faim. Ouais, Par contre, là, par exemple, pendant cette période actuelle, là, il faut faire gaffe parce que pas très faim. c'est une distraction principale. Avec le plaisir de manger, voilà, j'ai beaucoup plus ce besoin de manger. Mais ouais, moi, à l'heure actuelle, bah, je déjeune à 14h30, 15h avant de partir. Après, j'ai jamais la sensation de faim. Puis après, quand je rentre vers 23h, je prends juste une soupe. Et tu vois, sur ça, là, c'est intéressant, là, parce que Ouais, nous-mêmes, moi c'est la même sensation, mais les enfants, en fait, c'est exactement pareil. Pourquoi ils boivent pas? C'est ça, parce qu'ils sont tout le temps occupés. Ouais. Et en ouais, fait, ils n'ont jamais cette sensation, tu vois, de besoin de s'hydrater, tout ça. Donc, c'est ça qui est ouais, dur aussi. ouais. Et ils vont Et te du finir coup, la juste séance, ils vont une boire soupe pour 10 mon litres. plaisir personnel. Mm. Voilà. Mm. Mais ça dépend de plein de choses. En fait, je conçois beaucoup aussi la nutrition sur sensation de plaisir, etc. Et puis climat social. C'est-à-dire que quand je rentre tard, ma femme elle est couchée ou quoi, je suis tout seul. Je T'as pas mange envie une de soupe manger. devant l'équipe du soir, Olivier Ménard. Voilà. Si Bouh. par contre tu rentres à Yohan Ryu, tout ça. Si tu rentres à 20h et que c'est la grosse raclette à la maison, il n'y a pas de problème, hein. Oui, ça c'est sûr. Je participerai avec plaisir. Quentin, tu as écrit dans le chat, tu as parlé de Ouais. super aliments. Bah, il a raison. Tu veux en parler un petit peu plus? Parce que tu as Spécialement parce animé les débats, tu nous as fait rire et nous as appris beaucoup de choses la semaine dernière. Là, quand même, ça serait bien qu'on t'entende un petit peu aussi. je ne suis pas un expert Oui, mais pas tu du tout un expert en as nutrition. quelques notions. Je m'y intéresse. Quoi? Tu as quelques notions quand même. Ouais, on va dire grossièrement tout ce que tout le monde sait. Après, avec mes études et mes recherches, notamment au niveau du cerveau et tout ce qui est. Donc, du coup, je me suis intéressé un petit peu plus à l'alimentation au niveau des neurotransmetteurs, etc. Euh, Moi, enfin, j'écoute et tout ce que vous dites, c'est ultra intéressant. Moi, le jeûne intermittent, tout comme le jeûne, je l'essaye. Depuis janvier, je fais le jeûne intermittent, je mange un repas par jour. Et même au niveau de ma satiété, ça a diminué, donc j'ai beaucoup moins faim. Je me sens pas forcément beaucoup plus fatigué. C'est des ressentis. Après, moi, je le ressens comme ça. Par rapport aux super aliments, moi, c'était un bodybuilder, un ancien bodybuilder qui m'avait appris ça. C'était Mario Bracco, qui s'est beaucoup intéressé aux super aliments et justement à la complémentation naturelle avec des aliments qui sont très peu connus, mais qui sont hyper riches au niveau minéraux, etc. Donc, sur les super aliments, il y a le charbon, il y a la spiruline, tu as le maca, si je ne me trompe pas. Tu as tout ce qui est fenugrec, gingembre, etc., qui sont hyper bons. Et, voilà. C'est tout ce que j'ai. Je m'arrête sur ça, parce que je suis pas un expert en nutrition. Ok. Je viendrai vers toi quand il s'agira de parler un petit peu prépa physique avec des neurosciences appliquées. Ah, si tu veux. Et est-ce que Johan, t'es un peu plus formé là, non? Sur ça aussi. Ouais, mais après, moi, je rejoins quand même tout le monde par rapport à ça. Super Aliment, pareil. Mario Bracco, je connaissais. Donc, je rejoins Quentin sur ça. Mais après, ouais, moi, c'est sûr que pour la petite expérience, moi, la nutrition, quand même, je l'utilise énormément parce que je fais beaucoup de sport. Quand j'étais à Melbourne, c'était impossible d'avoir des produits de qualité. Donc, j'étais obligé de partir sur des compléments. Là, par exemple, je suis dans la campagne profonde où, justement, j'ai des petits producteurs, etc. Du coup, je n'ai pas besoin de compléments parce que je sens que vraiment mon corps réagit super bien juste avec l'alimentation. Donc voilà, c'est juste un petit exemple pour développer ce que vous avez dit avant. Parfait, très bien. Voilà. Des questions pour certains ou des envies d'enchaîner sur un autre sujet qui vous intéresse là? Non? Moi, j'aimerais qu'on parle. Alors, ça n'a rien à voir, mais étant donné qu'on joue tout au tennis, je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir un avis, même de Quentin, parce que on parle toujours de l'aspect télévisuel et tout, mais qu'est-ce que vous pensez Moi, j'aimerais qu'on parle du format de jeu actuel.
le fameux 2-7 de 6 jeux hors Grand Chelem et 5-7, enfin 3-7 pardon, de 6 jeux et 5-7 de 6 jeux en Grand Chelem. Il y a d'autres propositions qui ont été faites, par exemple sur les Masters Next Gen, c'est des sets de 4 jeux. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe pas mal parce que je sens que le sport il évolue, les surfaces elles se ralentissent de plus en plus sur tous les tournois professionnels. Et là, le fait qu'il y ait Quentin qui soit par là et d'autres personnes qui sont un peu spécialisées en prépa mentale et en prépa physique, moi je pense qu'on peut discuter profondément de ce sujet qui n'est jamais discuté sur le côté profondeur, donc sur l'aspect physique et mental. Il est toujours discuté sur le fait, ouais, 4-7 c'est plus sympa, c'est plus court, il y a plus d'ambiance, quoi. Enfin, c'est toujours les débats qu'on a, mais on n'a jamais un débat profond sur ce que le joueur va ressentir sur la finalité de sa saison, les impacts que ça peut avoir. Tu vois, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi, je vais commencer. Je pense que j'ai vu aussi l'info là, comme quoi il ralentissait la surface de l'US. Donc, Roger, il va pas être content. Mais, alors, lui, rien qui va. Ouais, mais par contre, voilà. Bon, et pour moi, je pense que même bon, d'un point de vue personnel, moi, plus ça dure, mieux c'est. Donc, c'est pour ça que je vais vers des sports d'endurance. Mais c'est toujours sur le tennis que tu parles là. Ouais. D'accord. Okay. Mais évidemment, pour moi, tu vois, évidemment, ça va apporter plus de spectacle dans l'idée du style. Oui, évidemment, ça va être plus court. Donc, du coup, il va falloir tenter des choses plus rapides. Ça me fait penser un peu au golf. Quand le troisième jour, tu es en moving day, tu es en retard, il faut passer, il faut tout faire des trucs pour arriver à rattraper tout le monde. Bon. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis de faire le lien avec la prépa mentale et la prépa physique. C'est que justement, ça risque d'avantager des gens qui ont plus d'une filière. Par exemple, ça risque pas d'aider des Espagnols, par exemple. Tu vois ? Parce que c'est des gens qui vont être plus sur des filières plus longues, tu vois. Ouais, je suis. Ça dépend s'ils ralentissent les surfaces. Voilà, je vais te dire, s'ils ralentissent voilà, c'est ce que j'allais dire. S'ils ralentissent les surfaces, peut-être que. Mais au final, le match, il durera 4 jeux, mais il durera aussi longtemps qu'un match à 6 jeux si les surfaces sont plus lentes. Oui, mais alors, du coup, c'est pareil. Peut-être que, tu vois, ils ont fait la proposition d'un service unique. Ouais. Dans ce cas-là, le service unique, il avantage les Espagnols. Oui. Et puis un Karlovic, il est 15-3, quoi. Ouais, c'est. Donc, si tu veux. Quand il y a une seconde à 200, pour lui, ça va facile. Non, mais oui. Mais ce que je veux dire, en fonction de ce qui est proposé, parce que moi, j'ai entendu parler de beaucoup de choses parce que je suis assez proche de certains membres du board de l'ITF. Et ces personnes me disaient qu'il y a plusieurs choses qui sont pressenties. Déjà, l'abandon du LED sur le service. Mais comment tu y sors Non, mais voilà, sur les tennis Europe, ça a été. Moi, franchement, je pense que c'est une bonne chose. On pourra en discuter après. Après, il y a le format des jeux, les sets de 4 jeux. Il y a le NOAD, qui là, du coup, avantagerait peut-être un peu plus les jeux à l'espagnol, comme tu le dis, parce que forcément, il n'y a pas d'avantage égalité. Ouais. Donc, si tu veux, le break est plus facile à aller chercher. Le fait qu'il y ait 5-7 sur la psychologie du match, c'est pas du tout pareil. Parce que tu peux très bien gagner les deux premiers. Tu sais, quand tu es à 6-0, 3-0 au tennis, généralement, sur le professionnel, tu es pas mal. Là, tu es 2 fois à 4-0, mais derrière, tu recommences à 0 à chaque fois un nouveau set. Donc, même si tu as mal entamé, il peut y avoir plus de rebondissements. Après, qu'est-ce qu'il y a le ralentissement des surfaces, moi, je pense que ça fait partie des nouvelles règles parce que forcément, ça change complètement la donne sur le tennis. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des bûcherons qui envoient des souches à 240. Donc, si tu veux, au service, donc on ne voit plus de tennis. Donc, c'est normal qu'ils cherchent aussi à faire un peu des modifications. Ouais. Mais d'ailleurs, le ralentissement des surfaces, il aurait bien plu à Brigitte à l'époque. J'étais sûre que tu allais parler de ça. C'est sûr. Parce que des crocodiles comme ça, on n'en a pas eu beaucoup. Mais non, mais voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis de Quentin là-dessus. Si Quentin il veut prendre le relais, ça peut être. Et Brigitte aussi, parce qu'elle l'a vécu en tant que joueuse. Et les autres aussi. Et oui. Non, mais là, je parlais plutôt de ce que moi je voulais entendre. Vas-y, Quentin. Je suis honnête avec vous, aucune idée. D'accord. Alors, c'est aussi simple que ça. Moi, franchement, je suis le tennis. Je bosse dans le tennis, mais je suis un menteur. Parce que je suis pas. Je vais pas me documenter énormément de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité du tennis, au niveau du fait qu'ils changent les surfaces, au niveau des joueurs, etc. Je regarde presque aucun match de tennis.
bon, je vais regarder des vidéos parce qu'au niveau biomécanique, etc., ça va me plaire. Le tennis, ça me plaît. Et comme tu l'as dit, maintenant, au jour d'aujourd'hui, le tennis, c'est un sport de bourrin. Et franchement, je préfère largement revoir des matchs des années 80 où là, ça jouait dans tous les sens. Merci, Quentin. C'était un super tennis. Maintenant, là, si tu regardes les joueurs, enfin, comme tu le dis, les joueurs de tennis, maintenant, ils n'envoient que des souches. Mais en tout cas, bonne question, mais j'ai pas de réponse. Je suis honnête. Dommage. Ouais, moi, si je peux rebondir sur ça, donc moi, là, j'ai parlé en tant que juge arbitre et joueur. Donc, je suis à 3-6 et juge arbitre, voilà, on organise beaucoup de compètes. Et moi, ce que je trouve, c'est très intéressant les formats courts pour ce qu'on a fait, la compète libre et tout, pour lancer et vraiment faire beaucoup de matchs en une journée, pour les enfants surtout, et aussi pour du gain de temps. Après, moi, je ne suis pas pour le 2-7 classique. Et troisième, tu fais un super tie-break. Je ne sais pas vous les autres ce que vous en pensez, si vous êtes encore joueur, mais pour moi, ça me fait penser un peu deux longs sets de 6 jeux. Tu construis, et le troisième set, c'est le poker, quoi. C'est pile ou face. Super tie-break au troisième, là, j'ai vu ça sur les futurs. Nolan, sur les qualifs. Tu vas le dire, sur les qualifs, ouais, mais c'est n'importe quoi. Mais moi, ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un câble. Tu pars avec ton joueur ou avec ta joueuse au Mexique. L'autre, elle rentre qualif et tu ne te qualifies pas. Donc, tu dois repartir dans un pays qui est tout autre, traverser la planète pour un 18 au super tie-break. Tu as envie de cramer le pays dans lequel tu es. Je te dis la vérité. C'est hyper frustrant. Ton joueur, il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal sur le dernier set. Ouais, parce que tu peux le perdre en jouant bien, quoi. Mais c'est ça. Et puis, tu le perds à 2 points, tu le perds à une balle qui est à ça de la ligne. Tu le perds pas sur une construction, si tu veux. Donc, en fait, moi, je trouve que ce format… Alors, après, il l'explique parce que maintenant, les qualifs, c'est sur un week-end. Donc, forcément, il faut réduire ça. Parce que si tu tapes 2 ou 3 tours de qualif avec un format classique et que tu arrives sur ton futur alors que tu vas jouer 2 ou 3 matchs en 2 jours, bah forcément, tu es claqué. Donc, moi, quand je parle raccourcissement des formats, je parle bien de ce qu'ils ont testé sur la next-gen. Donc, les 4 jeux. Okay. Voilà, les 5 sets de 4 jeux. Donc, en fait, après, voilà, c'est quelque chose… moi, je trouvais ça beaucoup plus intéressant dans le sens où en gros, tu gagnes 3 sets de 4 jeux. Tu gagnes peut-être… un 4-0, un 4-2 et un autre 4-0, bah, tu gagnes 12 jeux. C'est comme si tu mettais 6-2, 6-0 si tu veux. C'est la même, mais c'est juste au niveau de la dynamique du match. Au niveau de la dynamique du match qui est complètement différente, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu as, je prends cet exemple, il y a 4-0 et 4-2, tu entames un 3e set, ou alors tu es à 6-2, 2-0, bah, c'est pas du tout la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste sur une question de dynamique. Je voulais savoir comment ça pouvait être perçu par les joueurs, comment peut-être au niveau physique, étant donné que les sets sont beaucoup plus courts, est-ce que les joueurs ils vont en mettre beaucoup plus et ils savent qu'ils ont une pause entre chaque set? J'avais parlé à un préparateur physique, je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, mais il aimait bien les sets de 4 jeux parce que les enfants se mettaient direct dans le set en fait. Je suis d'accord. Au lieu d'être là, le premier jeu, il le brade ou il le joue à moitié. Là, si tu prends si tu perds ton service et que derrière tu te fais breaker, là, tu es à la moitié du set. Quoi. Et même chez les pros, tu as ça. Même chez les pros, s'il y a 4 jeux, ils vont tous plus à fond dès le début du match. C'est clair. Alors qu'il n'y a pas un round d'observation, surtout sur les matchs en 5-7. Sur les matchs en 5-7, bon, il y a le premier set, c'est un round d'observation. Et puis, si tu démarres mal, tu balances le premier set et puis tu t'y mets au 2e set. Donc, même chez les pros, c'est exactement la même chose. Si c'est des jeux de 4, mentalement, ça va tout changer. Les mecs, ou les nanas, elles vont se préparer différemment et il faut qu'elles rentrent dans le vif du sujet, forcément, plus vite. Élodie, tu voulais parler tout à l'heure, non? Oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait Hugo. Alors après les 5 sets de 4 jeux, je connais pas, j'ai pas testé donc je peux pas dire. Mais par rapport à ce que disait Hugo, les formats courts avec super tie-break, c'est vrai que c'est un super avantage quand on est juge arbitre parce qu'on sait qu'on va prendre moins de retard, on va raccourcir un petit peu les soirées et on n'aura pas un gars qui va attendre 1h30 pour jouer son match qui pouvait être un petit inconvénient.
Donc en tant que juge arbitre, c'est vraiment le top. Par contre, après, en tant que joueuse, moi, j'aime pas du tout, dans le sens où il manque un petit peu la dimension physique et du troisième set. Et au niveau mental, ça change tout de savoir que tout va se jouer sur un super tie-break avec 2 points d'écart où au final, comme vous disiez, c'est un petit peu, pas un coup de chance, mais presque. C'est un coup de poker un peu. Mais bon. Et voilà, un coup de poker. Le problème, c'est que on a tous été éduqués, même pour les très jeunes qui sont ici ce soir, on a tous été éduqués à jouer sous le même format, enfin qu'on connaît tous. Donc forcément, si on change un petit peu les données, ben, ça va nous perturber plus que les gamins qui arrivent sur le circuit maintenant ou les gamins qui… On est forcément, nous, on est formaté avec depuis qu'on est tout petit et pendant des années, ce format de 6 jeux, bon, le tie-break, 3-7, 5-7, enfin chez les hommes, etc. Donc forcément, c'est perturbant. Donc, est-ce que c'est… Moi, je suis un peu contre… je suis très prudente et je suis un peu contre changer les règles d'un sport parce que les règles d'un sport, ça fait son ADN. S'il n'y avait pas les tournois du Grand Chelem en 5-7 ou la Coupe Davis en 5-7, enfin la Coupe Davis, on n'en parle même plus, mais donc je trouve que ça fait l'histoire du tennis et la beauté du sport pour lequel on est fan, etc. Et on est en tous les cas actif. Clément, donc, maintenant, il peut y avoir des modifications, mais attention, danger, je trouve. Clément, tu voulais relever? Oui, moi je pense que c'est dur de comparer puisque ça serait 2 sports différents, dans le sens où les temps d'effort au niveau des jeux, etc., s'il y a le point décisif et qu'il y a la place du point décisif par rapport aux avantages, ça serait quand même différent. Donc tu peux pas comparer. Pour moi, ça serait carrément 2 sports différents. Et après, je pense qu'il faut aussi se baser sur cet aspect loisir, compétition. On a quand même 98-99% des licenciés FFT qui sont des licenciés. Non, enfin, on a 75% qui sont des licenciés loisirs, mais au sein d'un club, tu as quand même beaucoup de licenciés qui sont des licenciés loisirs. Et ce qui rend difficile la pratique du tennis, c'est cette longueur, cette éternité sur, par exemple, les tournois. Je vais être convoqué à 19h30, mais je commence finalement à 21h30, etc. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de ce côté-là. Là, pour moi, l'aspect format de jeu, ça dépend vraiment sur quoi on va vouloir s'orienter, quoi. Pour toucher un maximum de personnes, je pense que plus c'est court, mieux c'est. Pour toucher un maximum de personnes, je ne dis pas que je préférerais ça, mais parce qu'on évolue aussi dans une société avec un culture de zapping qui est plus important, avec des programmes télé qui sont un peu plus courts, avec tout ça qui fait qu'il y a quand même une notion de raccourcissement qui est importante à prendre en compte si on veut toucher un nouveau public. Et après, si le public de demain en école de tennis, on lui apprend que le tennis, c'est en 4 jeux, comme disait Brigitte, il n'y aura pas de problème. Nolan, Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais vraiment, hein, je pense que Clément, il vient de tout résumer. Aujourd'hui, le tennis, franchement, hein, c'est pas pour faire le mec et tout, mais quand on se met devant Roland Garros, à partir des demi, des quarts, mais moi, vous me faites jamais regarder un premier tour de Roland Garros, un 5-7 entre un Argentin et un Espagnol. Enfin, je veux dire, sincèrement, hein, s'il n'y a pas un Français qui joue, s'il n'y a pas une tête d'affiche ou un joueur que j'apprécie, moi, je trouve que, franchement, c'est pas regardable. C'est long. Tu as énormément de temps de pause par rapport au temps d'action. Moi, je me mets à la place du petit jeune qui regarde un match de NBA ou qui regarde un match de Grand Chelem au tennis. Mais sincèrement, je me mets au basket. Enfin, je veux dire, je trouve que ça a un côté très long à regarder. Donc, effectivement, pour toucher du public neuf, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on en parlait, toi et moi, sur la consommation. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont où? Ils sont sur YouTube. Ouais, moi, je regarde, moi. Ça, t'es un grand malade. Mais ce que je veux Profitez-en dire, de regarder le TFC en Ligue 1. Ils sont sur YouTube et la longueur des vidéos YouTube, c'est de 10 à 25 minutes et c'est les programmes qui plaisent. Ce que je veux dire aujourd'hui, moi, regarder un match de 4 heures en tennis, moi, ça me botte pas du tout. J'ai assisté à la Next Gen, j'ai vu comment ça s'est passé et sincèrement,
En termes de show, c'est pareil. Le coaching pour ou contre pendant les matchs, c'est un débat. Mais tu vois, moi, Il est présent de toute façon. Ils ont appliqué, mais exactement, c'est hyper hypocrite en plus comme règle. Mais ce que je veux dire, c'est que pour y avoir assisté, je trouve que, alors c'est un autre sport, hein. Franchement, je dis la vérité, tu reconnais pas l'ADN profond du tennis qu'on connaît tous. Mais par contre, en termes de spectacle et en termes d'intensité de match, eh ben, franchement, et c'est pour ça que d'ailleurs, les TMC en France, ça marche hyper bien. Tu te cales sur un week-end, tu sais que tu vas faire peut-être, tu es assuré de faire entre 3 et 5 matchs, je ne sais plus combien il y a. Tu es assuré de faire un certain nombre de matchs et les formats, ils sont courts. Et je pense que c'est vraiment la compétition de demain, c'est les TMC. Enfin, j'en suis pratiquement sûr, quoi. Mais ça ne va pas plaire à Brigitte. Mais elle est partie, donc je peux dire ce que je veux. Ouais, mais par contre, pour moi aussi, on est d'accord, les TMC, c'est top. Hein. Ouais, mais franchement, c'est hyper dynamique. Et ben, tu parlais du beach tennis tout à l'heure. Oui, ça fonctionne pareil. Tu pars Cette espèce d'ambiance de beach, mais oui. Trop bien, trop bien. Clément, tu voulais relever? Oui. Ouais. Pardon, vas-y Clément. Ouais, moi j'ai un peu la même réflexion que Quentin, c'est-à-dire qu'un match de tennis de pro, j'ai du mal à regarder. Voilà, cette année, j'ai fait un effort incroyable pour regarder, je me rappelle même plus, je sais plus quelle finale de Grand Chelem, je crois que c'était Djoko Federer, donc ça devait être Wimbledon. Ouais, là, j'ai réussi à bloquer un peu, à regarder, à tenir. Peut-être parce que j'avais… C'était pas mal. C'était bon, quoi. Mais du coup, moi, je pense que c'était les juniors, ça? Il y a une différence entre pro et amateur. Alors moi, déjà, je préfère jouer que regarder. C'est vrai que quand je joue, c'est vrai que ça m'ennuie, moi, le super tie-break au 3e. J'ai envie que ça dure, j'ai envie qu'il y ait un peu de dramaturgie. J'ai envie, si j'ai perdu le premier, de plier le gars en face de moi au physique ou au mental. Ça, je trouve que c'est vachement bien. Et du coup, en professionnel, moi, ce qui me fait vibrer, là, des fois, on parle un peu de foot. Et le foot, ils ont une dramaturgie qui est incroyable. Et le tennis aussi, et peut-être même encore plus. Et je pense que si tu restreins le format, cette dramaturgie, tu la vois moins. Alors oui, il y a plus de show. Oui, c'est plus rapide. Oui, je comprends. Moi aussi, je préfère regarder des highlights de 10-15 minutes d'un match que tout. Ouais. Mais… il ne faut pas enlever la dramaturgie. Donc, je pense que l'ITF, j'imagine, ils sont des gens intelligents. Ils regardent ce qui plaît au public. Ça reste à prouver. Ouais, voilà, je ne voulais pas le dire. Mais du coup, je pense qu'ils essayent de faire un mix entre la dramaturgie et le format télé ou le format live pour qu'on ne perde pas les gens. Alors, je ne sais plus l'ITF, hein, c'est une question de business. Ouais, voilà. On raccourcit le format pour que les télés soient plus répondre aux exigences télé, etc. Hein. Ouais, après, je vois aussi que les droits de retransmission s'arrachent à des millions. Alors, est-ce qu'ils ont un impact, eux, là-dedans? Est-ce que la télé va pousser le format de jeu à se réduire? Je ne sais pas. Après, moi, je ne veux pas qu'on perde la dramaturgie en faisant des matchs courts. Après, et voilà. Pour le coup, la durée des matchs, elle ne change pas énormément. Hein. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Que tu gagnes 3 sets de 4 jeux ou que tu gagnes 2 sets de 6 jeux, tu gagnes 12 jeux. 12. Donc, si tu veux, j'ai eu 3 au bac de maths, mais jusqu'à là, je suis. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que la philosophie du match, ça ne sera pas du tout la même. C'est ça. Moi, au contraire, je trouve qu'on gagne en dramaturgie. Parce que tu peux avoir des retournements de situation complètement dingues. 2-7-0, un break. D'un coup, bim, des breaks, tu ne sais pas ce qui se passe et ça retourne complètement le match. Moi, je trouve qu'on ne perd pas en dramaturgie. Au contraire, on gagne. Par contre, on gagne, tu es plus captivé par les matchs. Parce que tu sais que chaque point, chaque frappe, chaque jeu marqué va avoir son importance. Sur des 7 en 6 jeux, c'est moins le cas. Par contre, tu vas avoir moins la dimension physique qui va intervenir. Par contre, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup plus de pauses, vu qu'il y a des fins de set, il y a des sets qui sont plus marqués. Quoique non, parce qu'à 3 partout, tu arrives au tie-break et tu y arrives beaucoup plus vite que si tu allais à 6-6. Donc, du coup, potentiellement, tes sets peuvent durer. Il peut avoir un nombre de points en prorata plus important parce que si tu fais 5 tie-break, ça sera plus rapide que si tu fais 3 sets en grand. Non, 2 sets en comment ça s'appelle
en tournoi hors du Grand Chelem, De ce sera plus rapide qu'il y a 6-4. Ouais, voilà. Parce que là, on parle de remplacer les matchs en 2-7, en 3-7 gagnants par des matchs en 5-7 gagnants. Mets-le sur papier. Et les matchs en 2-7 gagnants par des matchs en 3-7 gagnants. Donc, en fait, si tu fais 7-6, 7-6, ou si tu fais… alors, par contre, j'ai un doute, si c'est 5-4 ou si c'est 4-3. Ouais, c'est en 5. C'est en 5. Ça dépend, en fait. 5-4, tu peux gagner 5-4 ou tu peux gagner 4-2. Tu peux gagner… Ah oui, ok. Ça dépend, il y a 2 formats qui existent. Soit tu fais le tie-break à 3-3, ou alors soit il y a ou à 4-4. Oui, mais Next Gen, il faisait le tie-break à 4-4. Et ça dépend vraiment du format. Il y a une dizaine de formats différents et on peut choisir en fonction du temps qu'on a, justement. Donc, d'accord. Après, moi, je veux rebondir sur ce que disait Nolan. Je trouve il y a de moins en moins de purs passionnés, c'est-à-dire qu'ils sont capables de regarder, comme tu dis, un premier match, un premier tour de Roland. Mais si on parle de sport-spectacle, c'est-à-dire quand tu vas dans un tournoi de tennis ou comparer, par exemple, je sais pas, un match de handball, je sais pas si dans vos villes, vous avez une équipe de handball ou de sport co, ça n'a rien à voir. Après, c'est un sport individuel, je sais, c'est différent. Mais pour moi, là, c'est ce que je mets en place, c'est essayer de retrouver une ambiance, une bonne ambiance sur un match de tennis. Sur, par exemple, comme disait Nolan, quand tu avais le coaching, je pense que c'est ce que tu as vu, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Bah, c'est plus, si tu veux, tu as une discussion. Puis même pour nous qui regardons la télé, tu as une discussion entre le coach et le joueur. Intéressant. En fait, tu apprends. Parce que entre les commentaires de Jean-Paul Lotte, si tu veux, sur Eurosport, et ce que le coach il va vraiment dire, il y a un monde énorme. Mais Jean-Paul Lotte, tous les autres. Non, mais. Ouais, mais. Ouais, ok. Respectons Jean-Paul Lotte tant qu'il a encore temps. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'était vraiment, tu vois, sur l'ambiance, quand tu regardes un match de tennis, quoi, c'est chiant, quoi. C'est triste, c'est pour ça que personne n'aime, quoi. C'est vrai et que moi, c'est chiant, quoi. Et par rapport à ça, moi qui ai une femme qui joue au hand à bon niveau, quand elles viennent, par exemple, avec leurs amis ou quoi, voir un match de tennis, je me souviens d'une fois, il y en a une qui dit « Oh, mais c'est chiant, on peut même pas parler. On peut pas parler. Voilà. Non, tu te tais. D'ailleurs, sur ça, moi, tu vois, je serais pour, ça dépend lesquels niveaux, mais que tu puisses parler pendant l'échange, que les mecs au bar ils puissent échanger comme un vrai match, quoi. Bah, c'est fait pour la next gen. Ça, sur la gestion capacité attentionnelle, ça serait hyper intéressant. Ouais, mais regarde, moi-même, à mon piètre niveau de deuxième série, quand il y a quelqu'un qui passe, distraction. Ah mais oui, mais il y a libre circulation qui a été testée à la next gen du public et libre parole, donc ils n'attendent pas le silence avant chaque point. Mais sincèrement, c'est hyper plaisant. C'était à Milan, c'était pas très loin de chez moi et j'étais invité par la GPTCA. C'est quelque chose d'hyper plaisant et franchement, j'ai trouvé ça fun. Et pour que je trouve moi du tennis fun, et pourtant, franchement, moi je le dis, j'ai du mal avec. Des fois, quand je suis sur le circuit avec mes joueurs, il y a des joueurs qui jouent et franchement, ça joue hyper bien. C'est pas des mecs qui sont en club, c'est vraiment des mecs, qui aspirent à être pro, ils sont autour de la 500e place. Ben, j'ai même du mal à regarder leur match jusqu'à la fin. Pourtant, je suis en live, je les vois. Enfin, je veux dire, tu vois, je sens toute la pression du match et tout, mais je trouve que c'est hyper long. Et moi, je trouve que il y a moins de. Tu prends de l'escrime, c'est un sport individuel. Moi, j'adore regarder. Alors, je regarde pas souvent, je regarde qu'au JO. Malheureusement, c'est en plus déplacé cette année, donc je vais attendre encore l'année prochaine pour regarder de l'escrime. Mais ce que je veux dire, quand tu regardes de l'escrime, c'est vachement captivant, je trouve. Il y a toujours de l'action. C'est vraiment important à chaque fois. Le tennis, je trouve que il y a une sorte de lassitude. Tu te poses devant ton canapé et limite tu fais ta sieste. C'est un peu comme le Tour de France, quoi. Tour de France. Non mais l'image c'est vraiment le Tour de France, tu vois. Moi le Tour de France, je peux pas le regarder, quoi. C'est immonde, quoi. À part si t'aimes vraiment, tu vois À part si après, qui est juste pour dire ce que nous on a fait ce que j'ai fait dans le club là, c'était que moi cette règle de pendant les échanges tu peux parler. C'est-à-dire qu'une ou deux fois, il y en a un qui a dit est-ce que vous pouvez faire moins de bruit? J'ai expliqué. Bon, mais là, nous, on peut parler. Concentre-toi sur ton jeu au lieu de regarder autour. Donc, nous, on peut parler. Ça dépend après des matchs de national et tout. Mais... Donc, après, en fonction de ça, j'ai mis en place des supporters, que ce soit pour
n'importe quel niveau. C'est-à-dire que tu as des balles vertes qui jouent, il y a une bonne ambiance, tu vois. Les copains, ils applaudissent, tu vois, c'est devant 30, quand je fais mes tournois, 30 personnes. Et je rebondis sur nous, on en fait beaucoup de TMC, c'est ça qui est bien, tu vois. C'est, je sais pas, il y a un mec qui passe dans la rue, putain, il s'arrête, il entend du bruit, il voit qu'il y a une bonne ambiance. C'est pas un match de mort là où tu as zéro bruit. Non, mais je sais pas si vous rejoignez ce que je dis. Tu vois, même moi, en tant que joueur, un match de tennis, tu as zéro ambiance. Après, on s'étonne, tu vois, le dimanche, il y a zéro supporter qui viennent nous voir jouer en équipe. En même temps, c'est nul, quoi. Non, puis le seul tournoi où il y avait de l'ambiance, c'était la Coupe Davis. Les gars. Voilà. C'est pour ça qu'on aime les matchs par équipe. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a de l'ambiance, même si effectivement, je pense que j'ai joué devant 3 spectateurs cette année. Bon, je ne suis pas à un grand niveau non plus. Mais même à un plus haut niveau, tu joues devant 3 spectateurs. Oui, c'est sûr. Après, juste pour les matchs par équipe, moi, je voulais le mettre en place cette année. Bon, c'est mort à le coronavirus, mais en fait, les matchs par équipe, je voulais les mettre le samedi après-midi et soir. Donc ça, c'est pas mal à discuter avec vous, voir ce que vous en pensez, mais parce qu'au lieu de le faire le dimanche matin où normalement c'est le jour de repos de tout le monde, je voulais tester en fait les matchs par équipe, les interclubs, les mettre qui commencent pour que tout se cale parce que nous on a 3 terrains, donc on peut lancer 3 ou 4 simples en même temps, tu vois, et que ça commence vers 17h et après tu finis par un repas et une soirée. Bah, c'est bien, mais le souci c'est que si tu veux, faut que tes joueurs ils soient dispo, quoi. Alors, ouais, c'est pour ça. Après, c'est pas des équipes jeunes, mais pour une équipe adulte, ça me paraît complètement compliqué parce que le problème c'est que déjà il y a ton équipe, c'est dur de réunir des joueurs le samedi soir, mais en plus l'équipe adverse, convaincre les équipes adverses. Donc si tu veux, moi ça me paraît compliqué. Après dans l'idée, pour moi je trouve ça génial, mais on en a parlé. Parce que tu vois au foot, ou Clément s'il veut rebondir, mais au handball t'as jamais un match le dimanche matin à 9h. Là t'as 0 spectateur. Non, c'est sûr. On en a parlé ensemble déjà avec Hugo, et pour moi, c'est très sensé. Et c'est comme disait tout à l'heure Brigitte, c'est des choses qu'on doit changer pour faire évoluer les choses. Donc, si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et on va rester toujours pareil. Et sauf que là, à force, tout le monde va peut-être prendra le jeu et dira « Ah ouais, mais c'est bien, mais pourquoi on ne l'a pas fait ça avant » tu vois. Et ils y viendront petit à petit. Et je pense que moi, jouer le samedi, moi, ça me plairait de dingue. Quand tu vois, tu finis. Alors certes, nous on travaille, donc on travaille, et on finit de travailler. Du coup, tu devais enchaîner. Mais à la limite, tu vois, je préfère encore faire ça plutôt que me dire, ben ça y est, mon samedi soir, il est bloqué parce qu'il faut que je sois safe pour demain, il faut que je sois en forme, tu vois. Qu'est-ce que t'as, toi, Nolan? À d'autres. Hein. Ça veut dire que l'école de tennis le samedi dans les clubs, c'est tout. Ben, non, mais je veux dire que le match commence à 18 ou 19h. Ouais, tu sais que le tennis, le samedi après-midi, souvent, c'est que des matchs maintenant. Hein. Donc, moi, je pense que c'est aussi primordial de mettre que des matchs le samedi après-midi. Il faut faire comme au foot. Hein. Il faut pas chier. Hein. Moi, je pense que ça dépend des clubs. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment tester. Alors, moi, je travaille dans un club où il y a encore des cours le samedi après-midi. Et quand j'ai dit on va proposer des cours le samedi après-midi parce que c'est le seul créneau qui me restait dans la semaine pour continuer à enseigner sur ce club-là, on m'a dit les enfants ils vont pas être là, les parents sont en week-end, machin. On m'a sorti plein d'inconvénients et puis je dis vous savez quoi, on met les créneaux et puis on voit s'ils sont remplis. Et en fait ces créneaux-là ils sont tous remplis, il n'y a pas de souci. Après voilà, ça intéresse pas forcément tout le monde, mais je pense Hugo que ça peut être une super idée et que c'est juste à tester et à voir si les gens sont prêts à se bloquer ou pas. Il y en a, ils préféreront se lever le dimanche matin. Il y en a d'autres, ils préféreront jouer en soirée. Je pense que c'est juste une question de proposer et de voir si ça se fait. Après, l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est de savoir si les terrains sont libres dans les clubs ou pas le samedi, vu qu'on était plutôt sur la base le samedi, c'est les jeunes qui jouent, et le dimanche, les adultes, pour essayer d'éparpiller les rencontres par équipe pour pouvoir utiliser au mieux les terrains. Mais si c'est possible dans ton club, franchement, essaie de le tenter et puis tu verras si ça marche. Après, je sais pas le format que tu as, mais personnellement, la dernière fois que j'ai joué en équipe, c'était du régional 1. On était sur 2 doubles et 4 simples. 4 simples de double. Donc, si tu veux, ça fait quand même. Si tu attaques à 17h, nous, on commence à 9h. On commençait à 9h, on finissait des fois à 14h30, 15h si tu veux. Ouais, et pour moi, les matchs par équipe, tu ne peux pas faire jouer sur 3 terrains.
c'est hyper compliqué parce que forcément. Non, en fait, j'en ai 4. En fait, nous, on est en. Ouais, mais tu perds l'esprit du match par équipe. Ça s'appelle un tournoi. Oui, je sais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Tu perds l'esprit et en plus, il faut que tu espères avoir qu'une équipe qui joue à domicile parce que c'est jamais le cas. Enfin, moi, il y a plein de dimanches où on se retrouve à deux ou trois équipes dans mon club, on doit se partager les cours. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Donc, sincèrement, si tu pars du principe qu'un match par équipe, ça peut durer 6 heures de match, voire plus, mais voire beaucoup plus même. Et plus le repas, tu commences à 17 heures. L'équipe, il suffit qu'ils jouent à 1 heure et quelques de chez eux, ils ne rentrent pas avant 2 heures du mat. Quoi. Ouais. Donc, soit tu enchaînes au Macumba, soit. Non, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça, c'est t'enchaînes en boîte. Non, je rigole, mais. Non, je te dis ce que j'avais pensé. En fait, je me suis mal exprimé. On a 4 terrains, 4 durs pour faire les simples. Donc, en fait, c'était faire le samedi soir, style aller après l'école de tennis, donc même 18h, tu lances les 4 simples en même temps. Et après, nous, on est en dessous d'un National 4, donc c'est à 2 doubles. Donc, ça fait 4 simples et 2 doubles. Et pour moi, donc il y a un coach de chaque équipe qui ne joue pas. Donc, esprit match par équipe, ça coach. Mais par contre, au contraire, il y aura esprit encore plus match par équipe, il y aura vachement plus de public. Je pensais, moi, le samedi. Là, les enfants qui ont passé l'après-midi là au club, ils seront là avec vous, ils resteront là. Tu vois, ça fait la peine. Ça fait. Ça, je suis non, mais après. Mais tu as un coach qui coach les 4 terrains en même temps. Enfin, pardon, c'est plus l'esprit match par équipe. Pour moi, l'esprit match par équipe, c'est à la moitié de tes partenaires avec un mec qui joue, l'autre moitié avec toi. Et c'est le seul moment où tu peux pleurer au changement de côté parce que tu. Bon, mais 4 coachs alors. 4 coachs. Ouais, voilà, mais du coup, c'est une bonne idée, mais je pense que c'est compliqué à mettre en place à l'échelle. Peut-être pour ton équipe, ça sera facile, mais l'imposer aux 4 ou 5 autres équipes en face de toi, franchement, ça me paraît impossible. On offre le repas et l'entrée en boîte après. Ah, ça, c'est bon. Alors. Ça vous va ? C'est bon, ils vont tous venir. Quoi. Ils vont dire putain, on va être dans la poule donnée, on va aller chez eux. C'est clair. Non, voilà ce que je pensais. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, on est dirigé par des gens. Pourquoi le dimanche matin à 9h Parce qu'au foot, le dimanche à 9h, c'est le district, c'est les vieilles divisions au fin fond de la Ligue. Donc, à 13h, je te dis la vérité. 9h, c'est parce que 9h, c'est parce que pour se laisser de la marche, si tu veux, par rapport à l'après-midi. Ouais. Mais nous, il y a énormément. 9h, c'est surtout si tu as un seul terrain et qu'il pleut. Et faire ta rencontre sur sur un seul terrain en intérieur et que tu fais la journée. Quoi. C'est ça. Après, en vrai, si tu as moyen, souvent elles sont décalées à 14. Ça peut se décaler à 14h. Tout est possible du moment que tu le fais dans le week-end et que tes adversaires sont d'accord. Ouais, tant que tu peux t'arranger avec tes adversaires. Voilà, c'est ça. Ouais, on le fait, mais je sais pas, moi en tant que joueur, tu vois, je suis pas bien le dimanche matin, tu vois, c'est la fin de semaine. Tu fais 1 heure, 1 heure et demie de route pour aller jouer en équipe à 9h, donc tu pars chez toi, il est 7h. Mais moi, tu te lèves à 6h pour prendre un petit déjeuner bien équilibré comme Brigitte nous le conseille. Et non, mais moi, je décède. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Le dimanche matin, déjà dans la voiture, il n'y a personne qui me parle. Tu pars dans une petite voiture parce que le mec qui t'amène, il n'a pas un Scénic. Il a une toute petite voiture, tu es comme ça à l'arrière. Moi, c'est sympa, tu vois, ça fait le charme des matchs par équipe. Mais si potentiellement on pouvait jouer le samedi soir, moi, ça m'arrangerait aussi, tu vois. Ah, c'est dingue. Bon, mais s'il y en a qui jouent au château, préparez-vous à jouer le samedi soir. Voilà. Et est-ce que vous voulez relever, Benoît? Tu veux relever? Tu veux échanger dessus? Parce qu'après, j'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qui se dit sur les formats, les choses comme ça. Moi, je suis un enfant des années 80. Donc, on revient sur effectivement la dramaturgie. Pour moi, le match peut durer en longueur. Voilà, c'est ce que j'ai connu. Et voilà. Maintenant, comme disait Clément tout à l'heure, ou peut-être même les deux Clément d'ailleurs, par rapport à la télévision, je n'ai pas d'avis personnel, même si j'aime pas le super tie-break du 3e, mais je pense qu'on va sans doute vers des choses plus courtes. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le football américain. Moi, je le suis de loin, mais à la télé. Mais effectivement, les formats sont très courts. Il y a beaucoup de pubs, il y a des arrêts de jeu très souvent. Et souvent,
c'est vrai que quand moi je me mets devant un match, comme disait Nolan, il n'arrive pas à se mettre devant un match de premier tour. Bah, effectivement, sans doute qu'on va attendre peut-être le 7e ou 8e jeu pour regarder le match. Je pense qu'on va peut-être vers des choses plus courtes. Et c'est là où j'en viens depuis 10 ans que j'accompagne en prépa physique et mentale. En fait, on travaille beaucoup sur, et c'est là où j'en viens sur le sujet, c'est que par rapport à ma partie, c'est qu'on travaille beaucoup sur effectivement sur le présent et la notion d'intention dès le début du match, dès le début du jeu. On travaille beaucoup là-dessus à l'entraînement, pas uniquement au tennis, je le fais aussi par ailleurs, mais par contre, c'est beaucoup plus prégnant. Par exemple, avec les ITF, effectivement, le knowledge dont on parlait, c'est d'être capable d'accepter qu'il se passe quelque chose qu'on n'a pas prévu, mais de le prévoir tout de suite. Vous avez le lancer de balle unique aussi d'ailleurs. Depuis 1 ou 2 ans là-dessus, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de demandes. Alors, ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas nous qui décidons, sur la notion de présence et d'intention plus immédiate que sur d'autres parties. C'est vrai. Je le perçois depuis 1 ou 2 ans, 1 ou 2 saisons à peu près. Voilà. Et vous remercier, je vais vous quitter. Parce que j'ai mon fiston qui attend un coup de fil depuis une demi-heure. J'ai vraiment plaisir à tous vous écouter parce que je prends des notes. Il y a OLOM. Vraiment. Et du coup, si j'ai bien compris, on se retrouve fin avril alors. On se retrouve, quoi qu'il en soit, fin avril, le dernier dimanche d'avril, pour parler de tout ce qui va sortir en avril. Par contre, je pense que d'ici 15 jours, donc mi-avril, le 15 avril, on devrait faire, enfin, je ne sais pas, le 15 avril, c'est mi-semaine. Mais par contre, le deuxième samedi, je regarde, le deuxième dimanche, donc je pense que le 12 avril, on fera un live spécial. Je vais essayer de regrouper du monde. Je ne sais pas quel en sera le thème, mais il y aura un live spécial avec un thème prédéfini. Avec un dress code ? Super. En tout cas, je vous remercie tous. C'est vraiment passionnant. Il y a en plus des tempéraments complètement différents. C'est plaisant. Et puis, merci à Brigitte pour son expérience. Voilà, nous apporter son expérience. Et puis c'est pas fini. Un grand bonheur. Voilà. Et merci Anthony. Merci pour ton initiative. Et à bientôt à tous. À bientôt, Benoît. Bye. Ciao. Salut. Bye bye. Clément, tu voulais relever avant qu'on finisse, hein? Non, oui. Ça a été… L'autre Clément. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Benoît, en fait, parce que Benoît, il a parlé du foot américain. Peut-être, faudrait vérifier, peut-être que le football américain, c'est vraiment un sport qui a évolué avec la télévision et qui a été presque inventé par la télé, c'est-à-dire qu'ils ont changé leur format très, très tôt. Et du coup, la réflexion, je me suis dit, tiens, il parle du football américain, mais si les gens trouvent que le tennis, c'est chiant, pour réemployer le terme qu'on a parfois utilisé ici, peut-être que la télé, elle a son rôle à jouer au sens où elle peut habiller les temps faibles. Si c'est pénible à la télé, quand le mec, il va pas récupérer la balle puisqu'on va lui envoyer, mais qu'il y a ces 25 secondes, il y a un ralenti. C'est déjà le cas. Je sais pas, il y a peut-être une façon pour le rendre plus dynamique. C'est pas mal. Non, mais c'est déjà le cas. Il y a des jeux de lumière, pratiquement sur tous les tournois majeurs. Il y a les ralentis. Non, mais à la télé, il dit. Oui, à la télé, les ralentis. À la télé, sur Eurosport, à chaque changement de côté, c'est la pub. Hein. Oui. Alors, c'est la pub, mais parce que c'est là, si tu veux, c'est comme ça que tu finances. Mais parce que c'est financier. Comme ça, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, il parle des temps faibles entre les points. Il y a déjà les ralentis. Il y a des commentateurs qui discutent. Côté, en fait. C'est bon, ça y est. Ouais, mais les changements de côté, moi, sincèrement, je préfère avoir une pub que voir un mec qui est assis pendant 1 minute. Enfin, sincèrement, je te dis la vérité. Je préfère voir Tsonga qui pêche un ours ou je sais pas ce qu'il fait là dans sa pub. Non, mais voilà, ce que je veux dire, autant, il y a la pub, ok, tu vas sur ton portable vite fait et tu reprends. Moi, je trouve que c'est déjà hyper habillé et qu'on arrive aux limites. Maintenant, il y a des effets de lumière. Je sais que dans certains tournois, il y a même de la musique entre les points où ils balancent une sono. Avant, ça se faisait beaucoup entre les jeux. Maintenant, il y a même entre les points où ils essayent de balancer un peu du son. Il y a des stats qui s'affichent à l'écran qui ne s'affichaient pas avant. Sur de l'indoor, c'est ça? Oui, sur de l'indoor. Ouais. Là, on peut se rapprocher effectivement de ce qui se fait dans le hand. Voilà, exactement. Il y a une ambiance de flou. Ouais. Il y a des statistiques qui s'affichent. Souvent, au changement de côté, des fois, sur certains tournois, il n'y a même pas de pub. Dans tous les changements de côté, il y a des petites interviews de certains joueurs. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses qui sont mises en place.
Mais moi, je trouve que ça reste quand même très, 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 très monotone et très, très long. Parce que pour attendre qu'il y ait un moment important, tu dois attendre déjà que la moitié du set, elle soit passée. Il y a un break à 1-0, bah, potentiellement, c'est rattrapable. Tu vois, il y a un break à 4 partout. Tout de Mais suite, c'est pas la même Nolan, situation. c'est pas nouveau. Je veux dire, C'est pas nouveau. c'est Mais pas nouveau, ça a toujours existé. Un match de tennis, il commence à 4 partout au premier set. Je suis complètement d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que la société d'aujourd'hui, c'est pas la même qu'avant. Avant, vous étiez capable de lire des livres qui faisaient 600 pages et c'est écrit par Zola, donc c'est hyper compliqué à lire. Aujourd'hui, tu fais plus lire à un gamin les mêmes livres que vous étiez capable de lire à l'époque. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça a changé. Les gamins, c'est une société de consommation. Dès que ça va pas à la télé, ils zappent. D'ailleurs, ils regardent même plus la télé. Ils sont sur YouTube. C'est des programmes qui durent, comme je te dis, de 10 à 25 minutes en moyenne. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pareil. C'est pas comme avant. Et je pense que nous, on n'est pas capable de regarder un match de tennis en entier parce qu'on n'a pas été éduqués à être patient. Et moi, sincèrement, les matchs de tennis, je serais capable de les regarder qu'à partir de 4 partout. Et comme je sais plus, je crois que Mais moi, je suis quand même beaucoup c'est plus. Clément qui parlait des highlights. Moi, je Je suis regarde pas de que la même ça. génération que toi. Moi, ça me Ah fait non? exactement la même chose. Oui, J'ai toujours été captivé par un match à partir du moment où il y avait de la bagarre à 4 partout. Et j'ai horreur de regarder le début d'un match. Parce que le début d'un match, affreux. c'est par essence monotone. Il faut que les deux joueurs ou les deux joueuses se mettent dans l'action, etc. Et il y a rien qui se passe vraiment au début d'un match. Mais ça a toujours existé. Je suis Alors, d'accord. est-ce qu'on est plus capable, On est moins tolérant avec ça. moins tolérant avec ça? Certainement. Mais c'est l'essence d'un match de tennis. Je veux dire, ça, Je suis d'accord. je sais pas si on peut faire grand-chose par rapport à ça. Parce qu'entre nos règles compliquées, le fait que ça soit dur à regarder et tout, c'est pas comme ça qu'on. Enfin, déjà, explique les règles du tennis à un jeune. Sincèrement, c'est hyper compliqué. Enfin, je veux dire, on n'est pas un sport qui est facilement accessible. Et moi, je trouve qu'on prend du plaisir à jouer au tennis. Sincèrement, moi, j'ai commencé à prendre du plaisir à partir du moment où j'étais à 15-3, 15-2, où j'ai commencé à su faire pas mal de choses, si tu veux. Parce que le problème, c'est qu'avant de savoir faire toutes ces choses, c'est pareil, c'est dur de prendre du plaisir. C'est même très frustrant, je trouve, comme sport. C'est pour ça que le padel, ça marche bien. Tu vois, le padel, c'est proche de, c'est plus facile, enfin, c'est plus C'est accessible. plus ludique, c'est plus ludique. C'est ça, c'est pour ça que ça marche. Alors, si en plus de ça, si tu veux, quand tu regardes ce qui est censé être tes idoles à la télé, et pourquoi des Benoît Paire ou des Nick Kyrgios, ils sont aussi adulés par les jeunes, c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce qu'ils apportent quelque chose de nouveau. Ah oui. Et c'est parce que, si tu veux, ils rompent cette monotonie du tennis. Ils peuvent casser une raquette à 1-0. Enfin, je veux dire, c'est génial. Et Non, mais c'est Antoine, vrai, dans la- Antoine, tu voulais réagir? Ouais, justement, Noël, il a commencé un peu à le dire. Parce que bon, j'entends tout ce qu'on dit, on parle des formats de jeu, etc. Mais voilà, c'est plus, moi j'ai l'impression que les jeux sont stéréotypés, qu'on a stéréotypé des joueurs. Et du bien coup, sûr. oui, les matchs sont plus ennuyants. Ah ouais, t'as raison, t'as raison. Ouais. Alors, non, Quand tu te dis, je vais regarder un Karlovic, contre Isner, tu fais, ouais, c'est bon, il n'y aura que des services et des retours. Tu vois et... voilà. Non, pas de retour, justement. Ou pas de retour. Voilà. Il y a l'approche de la créativité dans le tennis en lui-même, dans le jeu. Je suis sûr qu'on est, voilà, il y a encore plein de choses à voir Bien sûr. qu'on n'a pas forcément abordées, quoi. Clément. Oui, mais encore une fois, sur la télé, parce que du coup, en discutant, voilà, ça vient un peu. C'est vrai qu'on préfère regarder des highlights. Je sais que, par exemple, Mojo le fait. Par exemple, si je regarde un match à la télé, ben, je peux choisir de le regarder en entier parce que j'aime ça. Alors, on ne changerait rien, hein, dans un monde idéal, on ne changerait pas les 7 en 6 jeux, mais peut-être que je choisirais de le voir à 4 partout. Et on me le proposerait. En fait, moi, je choisis juste le format que je veux voir. Tiens, je veux le commencer quand ça commence à être chaud. Je veux le regarder que 10 minutes en compilé. Je veux voir que le dernier set ou que la balle de match. Enfin, on pourrait juste se dire, on est capable de le filmer, d'avoir le match en entier. Et puis finalement, on découpe et on propose aux gens en fonction de leur affinité. Et ils zappent entre eux, ils passeraient d'une chaîne à l'autre, ils regarderaient un peu de foot, ils vont revenir, ils recevraient une notification sur le téléphone, on leur dirait c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant tu veux le voir en live ou allez, je le mets sur pause, je l'attends, je finis de regarder le match. Un peu comme les notifications de paris sportifs. Tu vois, quand ils en sont à 80e,
On n'aurait même pas besoin de changer tout ça. C'est juste qu'en fait, c'est le téléspectateur, en l'occurrence, ou le gars qui est resté sur son ordi ou son téléphone, qui choisirait le format, et puis voilà. C'est très intéressant ça. Ouais, c'est très bien ça, ce que tu dis, parce qu'évidemment, ça serait aux médias, ou en tout cas aux ceux qui transmettent l'information, de nous aiguiller vers les moments. Et après, nous, comme on est une société qui consommons, on va dire, ah, il y a 4-4, ok, je regarde, tu vois. Tu l'aurais indiqué dans tes préférences. Tu veux dire, bon, ce match-là, effectivement, je ne veux même pas le voir, je ne veux rien savoir sur lui. Par contre, celui-là, il m'intéresse parce que les protagonistes sont intéressants. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont, chacun kiffe ou pas, mais ils sont ennuyeux au possible. Celui-là, ouais, j'ai envie de le voir, mais j'ai envie de le voir en cas de. On fait des scénarios et on nous envoie le feed, en fait, et on voit ce qu'on veut voir. Alors là, par contre, ça influerait vraiment sur l'essence même du tennis et du jeu. Pourquoi? Parce que du coup, tous les jeux un peu ennuyants, ils apprendraient peut-être pas à jouer comme ça, parce que simplement, plus tu es vu à la télé, plus tu as de sponsors, plus tu as d'argent. Oui. Donc, tu vois, ça peut aussi changer complètement la physionomie d'un sport où tout le monde se mettrait à faire des twinners et enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, waouh! Si tu fais ça, ouais. Parce que le problème, c'est que là, du coup, tous les jeux un peu ennuyants, si tu veux, il n'y a plus d'argent qui rentre parce qu'il n'y a plus de visibilité, donc il n'y a plus de sponsors. Tu as même des joueurs qui peuvent même se mettre de connivence. Eh bien, exact. Je suis exactement d'accord avec toi. Et donc, du coup, là, tu changes la physionomie d'un jeu, d'un match, enfin, je veux dire, et même d'une façon de jouer. Et là, du coup, tu peux faire disparaître tous les limeurs, tu peux faire disparaître tous ceux qui servent comme des dingues. Et moi, je trouve que c'est un peu dangereux. Ouais, mais c'est peut-être déjà un peu le cas au sens où, oui, moi, des matchs de Karlovic, je vais zapper pour voir et ça va me faire rigoler. Je vais regarder un jeu de service de lui, il va mettre 4 races où ça va durer 1 minute, c'est terminé. Mais après, voilà, le tennis, enfin, ça, c'est après de la consommation. On regarde qui? On regarde Roger, on regarde Nadal et Djoko. Et puis après, le reste, c'est vraiment pour les presque, j'ai envie de te dire, les connaisseurs. Au-delà des 10 premiers mondiaux, ça a du mal un peu à attirer les foules. Donc, mais je retiens effectivement, je trouve qu'elle est bien cette remarque. Peut-être qu'il y a des joueurs, ils vont changer leur jeu, ils vont vouloir être plus spectaculaires parce qu'ils veulent être vus et donc ils vont faire plus de twinners ou plus de coups. Ouais, c'est possible. Ouais. Et ça serait des joueurs de highlights, quoi. Exactement. On conclut? Ou Clément, tu voulais redire quelque chose? Et après, on conclut. Oui, plus pour tempérer aussi tout ça, c'est-à-dire que la motivation, elle est aussi liée à la variation de la tâche ou pas. Et je pense que si nous tous, on est sur les terrains toute la journée ou toutes les soirées, etc., le tennis prend déjà une part dans notre cerveau assez important, ou assez importante plutôt, pour, entre guillemets, avoir envie de voir autre chose. Et du coup, c'est cet aspect un peu j'ai envie de voir autre chose qui va faire que, quand tu es chez toi ou quoi, regarder de nouveau un match, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus motivant puisque tu retournes vers une tâche que tu réalises quotidiennement. Déjà quotidiennement, quoi. Et donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que les personnes, on va dire le commun des mortels qui ne travaillent pas du tout dans le tennis, trouvent ça intéressant de le regarder ou pas. Moi, quand je vais voir un match de hockey sur glace où du coup, je connais les règles que les plus connues, etc., ou même le volleyball, ou quand on n'a pas une vraie maîtrise ou une vraie habileté dans le sport qu'on va aller voir, on va plus facilement être fasciné par le haut niveau, je pense, et par cet aspect un peu spectaculaire. Regarde les tribunes de Roland. Oui. C'est complètement vide. Enfin, je veux dire, sincèrement. Et pourtant, les places qu'on voit en bas, c'est des places qui sont offertes, si tu veux. Donc, mais c'est complètement vide. Moi, mais c'est pour ça que c'est vide. Je suis persuadé parce que les gens n'ont pas fait la démarche d'acheter et de venir. Tu vois, non, parce que dans plein d'autres sports, dans tous les autres sports, toutes les places VIP et tout, si tu veux, c'est plein. Moi, je pense sincèrement que c'est vide parce que c'est compliqué de passer. Enfin, moi, sincèrement, les gens où tu as des gens à Roland qui lisent le journal. Dans quel sport tu vois ça? Dans quel sport tu as un mec qui lit l'équipe pendant le match, quoi? Je me souviens. C'est plus effectivement dramatique que des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont été invités. Donc, finalement, Roland Garros, c'est un gros happening, un gros événement et les gens veulent être là pour aller au village, pour être dans les loges. Faire la photo. Mais quelque part, faire la photo, mais quelque part parce que le tennis, pour eux, n'est pas suffisamment attractif pour s'asseoir et regarder ça. Et voilà. Oui, mais c'est parce qu'il y a une concurrence. C'est-à-dire que l'offre en loge est peut-être plus satisfaisante que le match sur le terrain. Il y a une concurrence.
Ça se trouve, si tu vendais que des sandwichs triangles horloge, il y aurait plus de monde sur le terrain. Hein. Alors, en parlant de ça, je vais balancer un peu, mais il y a des présidents de ligue. Et Nolan, de grosses arrête ligues. de balancer parce qu'après, il Attends, faut faire juste- du montage. Ouais, non, mais là, il n'y a pas de souci. Il y a des présidents de ligue. Moi, je suis allé à Albertville pour la Coupe Davis. Donc, c'était en 2017. Je suis allé à Albertville. Il y avait des présidents de ligue qui, en plus, entretiennent des journaux sur Facebook pour parler de l'actualité du tennis. Donc, bon, je dirais pas de nom. Mais ces mecs-là, ils n'ont pas bougé le cul des loges. Ils ont regardé les matchs à la télé, alors qu'il y avait juste à monter 3 marches pour avoir accès au gradin. Ils ont regardé les matchs à la télé. Et en ayant discuté avec cette personne, j'ai dit, mais ça t'intéresse pas le match et tout? Et il me dit, franchement, je préférais être posé en loge, regarder à la télé. C'est trop long, c'est 5-7, ça me saoule. Le mec, c'était quand même une Coupe Davis. Enfin, je veux dire, et c'est là où il y a le plus d'ambiance. Donc, c'est quand même là où tu es censé le plus être hypé. Un président de ligue, le mec, il avait même pas envie de regarder le match. C'est qui, Nolan? Je t'enverrai un message. Et on rigole là quand Anthony il parle des fléchettes. Mais moi, les fléchettes sur la chaîne d'équipe, je trouve ça dingue. Et pourquoi je trouve ça dingue? Parce que le mec, il est performant et il enquille. Mais moi, 20, 20, 60 et tout. Je pourrais regarder des heures. Une ambiance folle. Parce qu'il y a une maîtrise. Moi, je me moque pas parce que moi, je sais que je le regarde. Mais l'ambiance, Mais oui. dingue. Elle est énorme. Et il y a une maîtrise qu'on ne connaît pas. Et du coup, on est encore plus fasciné par ça. Ouais. Bon, je vois que Quentin nous a quittés. J'allais faire un lapsus. Ouais. On a entendu. Nous a quittés. Et donc, du coup, comme ça, on peut conclure sur ces belles paroles. Et bon, en tout cas, merci tout le monde d'être venu. On a traité moins de sujets, mais par contre, on a été plus en détail dans chacun des sujets qu'on a traités. Donc ça, c'est très bien. Avec tout le monde qui a bien participé aussi, je suis vraiment très content. Et donc, du coup, on se retrouve le 15 avril. Pas le 15, j'ai dit le 12 ou le 19, je ne sais plus ce que j'ai dit. Et on se retrouve le 2e d'avril et on fera un thème, un live spécial. Voilà. Je vais voir sur quel sujet. Clément, vas-y. J'avais juste une question. Ouais. Comment on fait? Moi, ma femme, elle est docteure en psychologie du sport. Elle a fait sa thèse sur l'influence du comportement des parents sur la motivation des jeunes sportifs de haut niveau. Et ben, on fait un live sur ça dans 15 jours. Ah bah, surtout Brigitte, je me suis dit comment. Enfin, est-ce qu'il y a une possibilité, peut-être, il y a une programmation sur le. Non. Enfin, pas forcément une programmation. Enfin, sur quel thème, quel jour, etc. Ouais, pour l'instant, je suis en train de construire. C'est le début. C'est tout frais. Ouais. Et par contre, j'ai plein d'idées de savoir qui je fais ça. Et en fonction, j'essaie de contacter déjà les intervenants que je veux. Voilà. Mais par contre, ça, c'est une très bonne chose. Parce que tu vois, les résultats de ces travaux de thèse, ouais. Ils sont connus quasiment de tous, mais comme ça a été étudié et scientifiquement c'est prouvé, c'est encore plus de valeur. Et ça serait intéressant peut-être. Ah oui. Je la mets dedans, elle n'est pas au courant encore, mais c'est pas grave. Elle viendra travailler. Oui, mais avec grand plaisir. Et écris-moi. Une rubrique cliché ou pas cliché. Exactement. Ouais, il faudra qu'il fasse gaffe, Nolan, parce qu'il est beaucoup dans le cliché. Ouais. Justement. Et, les Espagnols, nani nana. Ouais. C'est pas moi qui ai commencé. C'est moi qui ai parlé des Espagnols. C'est Anto. Écris-moi, Clément. Tu m'écris sur le site ou sur peu importe Facebook, peu importe, tu m'écris. D'accord, sur le Messenger de mon espace enseignant. Ouais, comme ça on en rediscute. C'est une très bonne idée. Ouais. Ok, bon. Merci tout le monde. Merci à toi. Merci à toi. Et vraiment, grand plaisir de partager tout ça avec vous. Et je vous dis donc bonne soirée et à très bientôt. Portez-vous bien. Salut, bonne soirée.